Bonjour and welcome. I am so happy to see you all today. Je suis très heureuse de vous voir tous aujourd'hui. Vous entendez? C'est bon. My name is Audrey Hassan. I'm the patient liaison with the MDS Foundation. And Mon nom est Audrey Hassan et je suis la liaison avec les patients pour la Fondation MDS. And I want to thank you all for choosing to spend today with us. Et je voudrais vous remercier pour prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. More than 20 years ago, the MDS Foundation was established by an international group of physicians. Il y a plus de 20 ans, la MDS Foundation était inaugurée par un groupe de médecins, d'hématologues. And researchers to provide an ongoing exchange of information relating to myelodysplastic syndromes. Et le but était d'échanger des informations cliniques de recherche sur les SND. And until the MDS Foundation was formed, there was no formal organization that had been devoted solely to researching this group of syndromes. Et jusqu'au moment où la fondation SND a été mise en place, il n'y avait aucun groupe aux États-Unis qui s'occupait seulement des SND. Each year, we continue to expand our reach worldwide. Chaque année, nous essayons d'atteindre des objectifs géographiques et de contenu de plus en plus grands. To meet the growing needs of the patients and caregivers, families affected by myelodysplastic syndromes, as well as healthcare professionals who dedicate their lives to caring for these patients and researching treatment options and care. Et nos groupes sur lesquels nous intervenons sont bien entendu les patients, les rechercheurs, les aidants, afin de les informer au mieux sur toutes les recherches et toutes les nouveautés concernant les SND. I am so excited that we could make this event happen in conjunction with our 17th International Congress on Myelodysplastic Syndromes. So, Audrey est très heureuse de pouvoir présenter à ce 17e congrès et d'avoir cette réunion de patients conjointement avec le congrès sur les SND. And honored that we have Dr. Pierre Pinot, who is on our MDS Foundation Board of Directors and co-chair of our International Congress here in Marseille. Et nous sommes très heureux d'avoir la présence du professeur Fenot, qui est le co-chair, qui fait partie de notre comité de direction, ainsi que c'était lui qui était en charge de mettre en place l'agenda scientifique du congrès. And I also want to thank our panelists, Dr. Salard, Devalier, and Nurse Stoller, as our guest speakers today. Et je voudrais aussi remercier les docteurs Salard et De Villiers, ainsi que Madame Stoller, qui sont nos invités pour cette réunion. I also want to thank Sylvie Cuvelier and CCM for their help in organizing this event. I could not have done it without them. And I also want to thank AbbVie, Bristol Myers Squibb, Carrier Farm, Taiho, Servier, and Gilead for supporting this event. Je tiens également à remercier Sylvie Cuvillier et CCM pour leur aide pour l'organisation de ce programme, ainsi que nos sponsors qui sont AbbVie, Bristol Myers Squibb, Cariofarm, Taiho, Servier et Gilead qui supportent cet événement. And lastly, but very importantly, I want to thank Jacqueline Debrow, who is chairman of the MDS Alliance. It's a global
consortium of NDS groups worldwide, and for being my translator today. And with that said, I'd like you to join me in welcoming Jacqueline. Merci. Audrey me remercie pour cette brillante traduction. Pardon. Et je vais très rapidement vous expliquer ce qu'est la NDS Alliance, l'Alliance SND. Donc je monte dans l'écran, c'est moi qui prends le nom. L'association, la NDS Alliance, en fait, c'est un réseau d'une quarantaine d'associations dans le monde qui couvre 30 pays. Et ce network a été mis en place par les deux grandes associations SND qui sont aux États-Unis, bien évidemment la MDS Foundation et l'autre qui s'appelle la EEMDS, qui s'occupe des MDS et de l'aplasie année. Ce que l'on fait, le but, c'est d'aider toutes ces organisations qui travaillent sur les SND de manière à les rendre plus professionnels, plus solides, parce que de plus en plus, on demande un très grand professionnalisme de la part des associations. Donc ça, c'est un de nos buts. Et de favoriser également l'accès aux médicaments, parce qu'on s'aperçoit que d'un pays à l'autre, les accès sont très différents. Si en France, on est dans une situation assez merveilleuse, je dois le dire, il y a d'autres pays où l'accès aux médicaments est extrêmement difficile. Donc nous œuvrons sur toutes ces choses. Et la manière dont nous fonctionnons, c'est vraiment la collaboration. Parce que cette collaboration, aussi bien avec les groupes de recherche que les groupes de médecins, est absolument fondamentale pour faire fonctionner l'information. Voilà, sur ce, très bonne réunion. Et nous fait de la place. Mais on peut parler direct là. Oui. Bonjour. Je vais vous parler en français parce que je viens de la région lyonnaise et je parle que le français et le patois. Et je remercie donc l'association avant et puis surtout Jacqueline Dubois qui était la vice-présidente de l'association avant de partir dans les réunions plus à l'étranger. Alors, moi c'est donc, on vous a présenté les associations, donc c'est vrai cette maladie depuis 10 ans, plus de 10 ans que je suis, ça a beaucoup évolué, hein. Par exemple sur la greffe, je m'aperçois que il y a 10 ans que j'ai été greffé, et maintenant il y a beaucoup d'évolutions, et 10 ans avant moi, je n'aurais pas pu être greffé, je ne serais pas là pour vous saluer. Donc je me présente, je suis actuellement Raymond Malart, je viens de la région lyonnaise, je suis président de cette association CCM, donc connaître et combattre les myélodysplasies, parce que il y a un lait, parce qu'il y en a plusieurs. Nous sommes heureux de vous recevoir à Marseille. C'est la 3e réunion régionale. Nous organisons, donc nous sommes allés à Rouen et à Lyon la dernière fois, et nous irons à Toulouse la prochaine. Cette séance se déroulera en 2 parties, un échange avec les médecins, la fondation vous a parlé maintenant, et ça sera mon vice-président de l'association Hervé Bertin qui servira de modérateur pendant cette réunion. Je remercie tout le monde, donc on va citer les noms tout à l'heure. Je remercie l'organisation aussi, on est très bien dans cette salle, là, hein, j'ai trouvé. Des fois c'est plus difficile. Et aussi les membres de notre association qui nous aident. Donc, Sarah Génic, dans participé, c'est... Non, je crois qu'elle est encore à l'entrée. Ah non, elle est là. Qui est la créatrice de l'association en 2006, par là. Qui a créé cette association et qui a maintenu... On peut l'applaudir parce que, grâce à cette association... Vous savez que dans toutes les associations, c'est très difficile. On trouve du monde, mais au bureau, là, ils étaient que 2 à une époque, hein, pendant plusieurs années quand je suis venu. Bien, et ben voici. Donc, je remercie les labos qui nous aident parce que c'est très important, parce que financièrement, c'est pas notre. Nous avons les laboratoires Bristol Myers Squibb. Squibb, voilà. C'est mon anglais qui est vraiment bon.
Abvi et Gilead, qui sont les trois, je crois qu'il y a des noms quelque part là. Voilà, donc vous avez bu un petit café maintenant, on va passer à la conférence. Après la conférence, pour permettre de discuter, on s'aperçoit que c'est surtout dans les discussions après les réponses que on vous invite à rester quelques minutes, ceux qui sont en forme, pour boire un petit coup avec nous et discuter. Allez, bonne réunion à tous. Raymond et Patrick Lorisson, enfin, l'ensemble du conseil d'administration pour que cette association vive. Alors effectivement, nous remercions la NDS Foundation qui nous accueille et qui nous permet de nous retrouver ici. Le professeur Pierre Fenot de l'hôpital Saint-Louis à Paris, les docteurs Colombe Saillard et Rémi de Villiers, hématologues à l'IPC, et des Marion Scolaire, première diplômée d'État, également à l'IPC, qui prennent sur leur temps précieux pour participer à nos rencontres. Nous remercions également le GFM, qui est le groupement francophone des myélodysplasies, qui est un groupe de médecins et de chercheurs qui nous accompagne depuis 2006, date de création de l'association, et qui est notre garant scientifique. Quelques mots sur l'association. Aujourd'hui, l'association comporte 395 adhérents, ce qui est assez bien. Nous reprenons, comme disait Raymond, le mode présentiel. Lyon il y a 3 semaines, Marseille aujourd'hui et Toulouse en octobre. Nous préférons ce mode de présentiel à tout mode hybride, visio, ce qui permet un meilleur dialogue entre patients et médecins et surtout entre patients. Pour information, en 2022, lors des 3 réunions en hybride, c'est-à-dire visio et présentiel, nous avons réuni quand même 370 personnes en ligne, 430 personnes au total, donc avec 60 personnes en présentiel, et 9 médecins du GFM. Toujours dans le cadre de notre mission d'information, le site de l'association a reçu 8600 visites au cours de 2022, ce qui représente 32% en regard de 2021. Et ce site est visité depuis plusieurs pays francophones, pas uniquement la France, mais aussi le Canada, l'Afrique du Nord, et donc un certain nombre de pays francophones, parce que nous cherchons effectivement à étendre un peu notre rayon d'action. En 2022, nous avons édité 3 bulletins. Nous allons faire de la même façon en 2023, qui informent au plus près des recherches sur les SND, la vie de l'association et le témoignage de patients. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en ce qui concerne les sujets que nous abordons. Toutes vos critiques seront les bienvenues pour mieux répondre à vos attentes et à les nôtres également. Nous poursuivons les contacts avec la Haute Autorité de Santé, participons à l'organisation du mois du cancer du sang en septembre, organisé par un labo partenaire avec plusieurs expositions dans différents centres d'hématologie. L'association a été retenue pour la création d'un comité de patients à l'Institut du cancer Nord Paris, de l'Université de Paris, et nous avons fait acte de candidature pour représenter les associations de patients dans le DMU d'hématologie et immunotologie de Saint-Louis à Paris. N'hésitez pas de votre côté à participer aux organisations dans vos régions. Nous pourrons vous apporter toute notre aide et toute notre expérience pour que vous puissiez participer à ces associations de patients, pas forcément liées à notre maladie, mais à l'organisation de l'hôpital, l'accueil des patients, enfin bon, il y a un tas de sujets intéressants et il est important que les patients, que nous, patients, soyons associés et donnions notre avis. Bon, pour cette année, nous allons maintenir nos efforts avec votre soutien, y compris financier, les partenaires habituels tels que les labos devenant de plus en plus frileux pour apporter une aide, et pour apporter notre aide et les informations à tous les patients. Voilà, voilà quelques mots sur le fonctionnement en 2022. Nous allons continuer cette réunion par une présentation du professeur Fenot sur l'avancement des essais
et les nouveaux traitements, puis une séance de questions-réponses, et n'hésitez pas à intervenir dans cette séance de questions-réponses. Voilà, je vous remercie et passez une agréable réunion tous ensemble. Voilà, merci. Des milieux dysplasiques, je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors comment est-ce que je mets en route mes diapos ? Voilà, je voudrais commencer par aussi une pensée pour Patrick Festy qui a longtemps animé avec Sarah Génie et d'autres l'association qui nous a quittés il y a peu, enfin, voilà, qui était un des fondateurs de cette association et l'a fait fonctionner pendant des années. Donc je voulais juste faire Bon, il y a pas mal de diapositives et j'en suis désolé, mais d'un autre côté, des rappels. Le but étant surtout de laisser du temps pour les discussions. Voilà, donc c'est la... Pardon, s'il vous plaît. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, pardon, je vais surtout me rapprocher du micro. Donc voilà, pour rappeler que les syndromes myélodysplasiques, c'est une maladie des cellules souches de la moelle, et avec production inefficace de globules sanguins, ou des cytopénies, c'est-à-dire anémie, baisse des plaquettes, thrombopénie, neutropénie, et puis par ailleurs une moelle riche. Et le problème des syndromes myélodysplasiques, c'est dans un tiers des cas l'évolution en leucémie aiguë myéloïque, qui est évidemment tout le problème. C'est une maladie qui prédomine chez le sujet âgé, en général à partir de 65-70 ans. Et voilà, très rapidement, quelques mots. Donc l'épidémiologie, c'est-à-dire d'abord la fréquence, environ 4000 cas, un peu plus tous les ans en France, ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, alors je suis désolé, il y a un certain nombre de diapos qui sont en anglais, mais vous aurez quand même les éléments importants. Vous voyez les courbes de fréquence en fonction de l'âge, augmentant tant chez l'homme que chez la femme, il y a un peu plus chez l'homme que chez la femme. Donc c'est une maladie avant tout du sujet âgé. Alors, l'épidémie, c'est-à-dire la cause. En général, on ne connaît pas la cause, mais ça peut survenir après chimiothérapie, radiothérapie pour un premier cancer. Il y a également des expositions professionnelles, notamment aux dérivés du benzène, radiations ionisantes, etc. Donc, dans un certain nombre de cas, il y a des médecins du travail qui vont même jusqu'à déterminer une imputabilité. Des maladies auto-immunes, des maladies du système immunitaire, j'en cite quelques-unes, polychondrie, enfin des noms souvent un peu compliqués, mais pour dire que l'association est assez fréquente. Et puis enfin, dans un certain nombre de cas, des mutations de gènes qui vont entraîner des formes familiales. Assez curieusement, ce sont des mutations de gènes qui existent évidemment dès la naissance, et qui ne vont donner un SND qu'à 65 ans, pour des raisons qu'on ignore, le plus fréquent étant le gène DDX41. Ça explique que quelquefois on fasse des enquêtes familiales, parce qu'il peut y avoir, c'est rare, mais il peut y avoir des cas quelquefois dans une famille. Et c'est d'autant plus important que si on envisage une greffe de moelle par exemple, il faut être sûr que le donneur n'a pas la mutation en question, évidemment. Alors, la biologie est évidemment complexe. Globalement, il y a ce qu'on appelle une apoptose augmentée des cellules de la moelle, ce qui fait qu'elles sont dans la moelle, mais elles ne donnent pas de cellules sanguines parce qu'elles meurent prématurément. Il y a des anomalies des chromosomes, ce qu'on appelle le cariotype, donc vous en avez entendu parler, les anomalies des gènes, des mutations, donc les gènes constituent les chromosomes. Il y a également ce qu'on appelle des phénomènes de méthylation, c'est-à-dire d'anomalies qui surviennent et qui vont expliquer notamment le rôle d'un médicament comme le Vidaza, et puis enfin les anomalies du système immunitaire. Donc je ne détaille pas bien sûr. Alors les mutations des gènes, elles sont la plupart des patients ont des mutations d'un ou plusieurs gènes qu'on fait par des analyses spécifiques qu'on appelle NGS. Et puis donc c'est ce NGS. Alors il peut être utile pour le diagnostic parce que ça permet de confirmer le diagnostic quand il y a des baisses des globules, des cytopénies. Et il y en a quelques-uns que je cite, SF3B1, ce sont des noms un petit peu compliqués pour beaucoup d'entre vous, parce que SF3B1 est plutôt favorable, TP53 est plutôt défavorable, et il y en a, alors ceux du bas sont intéressants, IDH1, IDH2, FLT3, parce qu'on a maintenant des médicaments spécifiques. Alors, ils sont rarement mutés, mais on a des médicaments spécifiques pour les cibler, et notamment des comprimés, ça peut s'appliquer. Alors le diagnostic, donc c'est les signes ressentis par les patients, c'est les conséquences des cytopénies, surtout l'anémie, c'est la fatigue liée à l'anémie, et ça c'est surtout ça. La neutropénie peut favoriser les infections, c'est la baisse des globules blancs intervenant dans l'infection. La thrombopénie, donc des plaquettes, peut donner des hémorragies. Et puis, à l'hémogramme, donc on a toutes ces anomalies, et les globules rouges notamment sont souvent gros, on parle d'anémie macrocytaire.
Et puis, c'est la moelle, le myélogramme qui va permettre le diagnostic. Donc, la richesse de la moelle est élevée, il y a des anomalies morphologiques et il y a souvent un excès de blastes, qu'on appelle des blastes, des cellules jeunes. Malheureusement, le myélogramme est nécessaire au diagnostic et il faut assez souvent le répéter, quelquefois régulièrement sous traitement. C'est évidemment toujours un peu pénible comme examen malgré l'anesthésie locale, mais c'est... Voilà. Le cariotype, c'est donc l'analyse des chromosomes. Je parlais toujours tout à l'heure des anomalies des chromosomes. Là aussi, elles sont le plus souvent présentes. Je ne rentre pas dans les détails, excusez-moi d'aller un peu vite sur ces diapos, mais autrement, on n'aura plus de temps pour la discussion. Alors, d'autres examens sont-ils nécessaires? La mutation des gènes, c'est cet examen qui s'appelle NGS, que font maintenant la plupart des centres, même si on n'a pas les résultats en une semaine, mais ça permet de confirmer le diagnostic. Cytométrie de flux, dans quelques cas, c'est assez limité. C'est assez peu utilisé. Alors voilà, la classification. Alors la classification, c'est la classification OMS. Elle vient de changer, elle change tout le temps. En gros, il y a les formes avec sans excès de blast. L'excès de blast est toujours plus grave. Il y a les formes avec sidéroblaste en couronne, c'est ce qu'on appelle la mutation SF3B1, qui au contraire est plutôt assez favorable, mais entraîne une anémie qui peut nécessiter des transfusions pendant des années. La forme avec délétion 5Q, qui est un petit peu à part, tout ça, certains d'entre vous connaissent ces termes, d'autres ne les connaissent pas. Et puis les formes avec mutation TP53 qui sont préoccupantes parce que le traitement est compliqué. Voilà un petit peu pour... l'OMS sépare un petit peu ces différents groupes. Hein, voilà. Alors, voilà, je ne passe pas voilà, les détails de la classification OMS, mais elle change régulièrement, mais les principes ne sont pas très modifiés. Voilà. Alors, les facteurs pronostiques, c'est évidemment la gravité. Eh bien, ils sont basés, c'est ce qu'on appelle le score IPSS, et surtout le score IPSS révisé, basé sur le pourcentage de blast, le nombre de cytopénies, donc anémie, baisse des plaquettes thrombopénie, baisse des globules blancs, neutropénie, et le cariotype, donc les chromosomes. C'est les trois éléments importants qui vont permettre de voir le risque évolutif, alors qui est toujours statistique, hein, mais est-ce que c'est plus ou moins grave? Voilà. Et donc ça c'est important, et donc ce sont des facteurs assez simples. Et puis, voilà, je ne détaille pas, il y a 5 groupes. Voilà. Alors, maintenant, on rajoute à ça les mutations. C'est ce qu'on appelle l'IPSS moléculaire, par la technique NGS, qui affine un peu les choses, qui peut aggraver les choses, ou au contraire les rendre moins graves, mais on n'a pas les résultats tout de suite en général. Donc le traitement est voilà, globalement surtout basé sur les blastes, les chromosomes et les cytopénies. Ok, alors voilà l'IPSS moléculaire, je ne vais pas rentrer, il y a 6 groupes, alors qu'avant il y en avait 4 puis 5 groupes de risque. Voilà, et ça modifie les choses, et notamment ça aggrave un certain nombre de formes qui peut amener à secondairement des traitements plus intensifs, y compris jusqu'à une greffe de moelle. Voilà. Alors le traitement, bien sûr, le traitement, eh bien, on distingue donc 2 grands types de SND en fonction de l'IPSS révisé. S'il y a moins de 4, on considère que c'est plutôt faible risque. S'il y a au moins 4, on considère que c'est plutôt de risque élevé. Évidemment, il y a des formes intermédiaires. Et globalement, le but du traitement va être, en fait, dans les patients de haut risque, d'éviter l'évolution LL, qui est fréquente, de prolonger la survie, qui n'est sinon pas bonne, alors que dans les formes dites de faible risque, où le risque d'évolution leucémie aiguë est moins élevé, c'est surtout corriger les cytopénies et surtout l'anémie. C'est ça qui entraîne une fatigue. Dans les SND, il y a assez rarement des problèmes, ou moins souvent des problèmes d'hémorragie, d'infection, en tout cas en dehors d'un traitement. C'est surtout le problème de l'anémie et bien sûr la qualité de vie, qui est liée à l'anémie. Voilà. Donc du coup, les formes de haut risque, on commence par les formes de haut risque, eh bien, il y a la greffe de moelle. La greffe de moelle est pour le moment le seul traitement qui permet d'éliminer la maladie. Il y a la chimiothérapie dans un certain nombre de cas, et il y a les agents hypomotivants, en pratique Vidaza, que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, l'allogreffe, eh bien, ce qu'on peut dire qu'en général, ce sont les formes de haut risque, comme je disais. On va maintenant jusqu'à 70, 75 ans, à condition qu'il n'y ait pas de comorbidité, anomalie cardiaque, pulmonaire, rénale, etc. Et dans un certain nombre de cas, la greffe doit être précédée d'un traitement pour réduire les blastes dans la moelle quand ils sont trop élevés. Voilà. À partir de là, ce qui est important, je crois que les progrès dans l'allogreffe, c'est l'augmentation du nombre de donneurs. On a soit des frères et sœurs, parce qu'il faut être identique ou à peu près identique dans le système HLA en général, donc soit frères et sœurs, soit les fichiers de donneurs volontaires, soit maintenant, par les greffes haploïdentiques, les enfants. Et donc, on peut dire que la grande majorité des patients potentiellement ont des donneurs. Donc le problème est moins un problème de donneurs. Le deuxième progrès, c'est le meilleur traitement des complications, notamment infectieuses, etc., la meilleure gestion de la réaction contre-contrôle, etc. Ce qui fait que les greffes se sont nettement améliorées.
Et quand vous voyez des chiffres publiés, il faut faire attention, souvent on vous donne des résultats qui sont des greffes faites il y a 10 ans, voire 15 ans. Les choses se sont améliorées, même si ça reste une procédure à risque. Et c'est pour ça qu'au-delà d'un certain âge, ou s'il y a des comorbidités, eh bien, elle est difficile à pratiquer parce que le risque devient énorme. Et pour autant, c'est le seul traitement qui permet d'éliminer la maladie. Alors, la chimiothérapie, vous voyez, ne donne pas des très bons résultats. Là, vous voyez une courbe de survie, il y a très peu de personnes qui survivent de façon prolongée. Donc, la chimiothérapie, elle est bonne pour réduire les blasts avant une greffe, mais globalement, sinon, ça n'est pas un excellent traitement. Donc, le traitement le plus fréquent, c'est Vidaza, en pratique. Alors, Vidaza a obtenu une AMM en Europe et dans le monde parce que ça a augmenté la survie entre ce qui s'appelle CCR, c'était le traitement conventionnel, aracé à faible dose, etc. Mais globalement, ça reste modeste. Voilà, avec ça, la moitié des patients étaient décédés à 2 ans. Donc c'est modeste comme amélioration, même si c'est mieux que effectivement rien. Et le but actuel, et en plus, souvent le traitement met du temps à agir, et quelquefois jusque 6 mois. Donc c'est toute une période un peu où on est transfusé, qui n'est pas extrêmement agréable. Sans compter les problèmes effectivement d'administration cutanée dont je pense on reparlera, qui sont souvent un petit peu lourds, etc. En attendant des formes orales. Alors comment améliorer les résultats? Eh bien, les hypométhylants oraux que je note en bas, qui ne sont pas encore disponibles immédiatement, mais qui le seront prochainement, je pense. Mais l'idée, c'est surtout d'améliorer en utilisant des combinaisons qui, pour le moment, sont dans des essais cliniques, parce qu'on n'a pas démontré encore que ça faisait mieux que Vidaza seul, et on a de bons espoirs pour un certain nombre de ces médicaments. Donc il y a eu des essais cliniques et on attend les résultats. Sans doute d'ici la fin de l'année, on aura un certain nombre de résultats qui nous permettront d'avancer. Donc je ne les détaille pas. Celui qui tient la corde le mieux actuellement, c'est le Venetoclax, en association avec Vidaza. Mais attendons les résultats, ne soyons pas... on pourrait avoir un certain nombre de déceptions. On en a eu au cours des 2 dernières années avec certains médicaments qui n'ont pas amélioré Vidaza et qui quelquefois ont augmenté la toxicité. On espère donc les formes orales qu'elles sont disponibles prochainement également, pour le moment en essai clinique. Voilà. Alors, ça c'était les hauts risques. Les faibles risques, donc le traitement de l'anémie, c'est surtout ça. La neutropénie est rarement un problème dans les faibles risques, et la thrombopénie, c'est assez exceptionnel qu'elle prédomine. Donc c'est avant tout l'anémie. Et pourquoi alors, il est important de traiter l'anémie. En bleu, vous voyez que c'est un traitement pour maintenir le taux d'hémoglobine. Alors qu'en bas, en gris, c'est un patient transfusé. Et vous voyez que le patient transfusé, il passe la moitié de son temps en dessous du 8 grammes d'hémoglobine. Et voilà la courbe peut-être la plus importante de ma présentation, c'est la qualité de vie. Elle est liée au taux d'hémoglobine, elle est même sigmoïde, c'est-à-dire que l'augmentation est la plus importante entre, disons, 9 et 11 grammes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour la qualité de vie, le fait d'avoir une anémie qui puisse être corrigée en permanence. Donc comment faire? Eh bien, en première ligne, il y a les érythropoïétines. Alors, il y a des noms divers, Néorecormon, Eprex, Aranesp, il y en a d'autres. C'est les patients qui n'ont pas de délétion 5Q. Vous voyez que la délétion 5Q est sûrement importante. En cas de délétion 5Q, c'est plutôt le lénaludomide qui fonctionne le mieux, même si quelquefois on peut faire de l'hypo. Agent hypométhylant, c'est-à-dire Vidaza, sérum antilymphocytaire, assez exceptionnellement, et les nouveaux traitements dont je vais dire un mot. Rapidement, donc le PO, eh bien, voilà. Le lénaludomide, c'est ce que je disais pour surtout les formes avec délétion du chromosome 5. Les agents hypométhylants, effet plus limité. Sérum antilymphocytaire, assez rarement utilisé, quelques cas. Et alors, voilà, je disais par exemple, rêve limite, c'est la lénaludomide, c'est la même chose, plus EPO, un certain nombre de résultats intéressants qu'avait montré le GFN. Vidaza, seulement 20% de réponse. Le luspatercept, alors évidemment, c'est très important. Le luspatercept, dans les formes avec sidéroblaste en couronne, avec cette mutation SF3B1 dont je parlais tout à l'heure, qui interviennent après échec de l'EPO et qui, en plus, peut être fait à domicile. Et je tiens encore une fois à souligner le rôle de CCM qui a beaucoup contribué à ce que le produit soit d'abord disponible, remboursé et à domicile. Pourquoi? Parce que c'est un médicament qui corrige l'anémie, mais qui n'a pas d'impact sur la survie, qui est prolongé dans cette forme avec sidéroblaste en couronne. Donc, quand vous arrivez dans des commissions qui s'occupent de cancer, ils visent avant tout l'amélioration de survie. Donc, heureusement, CCM a eu un rôle déterminant, parce que dans la plupart des pays d'Europe, le produit n'est pas disponible. Donc ça, c'est important dans les formes de sidéroblaste en couronne. Il y a d'autres nouveaux produits qui ont montré un effet. Il y a des essais cliniques, mais assez prometteurs. L'imetelstat, le roxadustat, qui sont des produits qui vont arriver.
Voilà, alors, juste pour dire, ça c'est pour montrer le Luspater 7 cette fois en première ligne, je passe, ce sont des publications en cours, le Luspater 7 en première ligne qui pourrait éventuellement remplacer le PO dans les formes sidéroblastiques, s'il obtient une ANN, et puis l'imételstat en seconde ligne pour éviter les transfusions. Voilà. Et alors la thrombopénie est moins souvent un problème. En général, on ne fait pas de transfusion plaquettaire au long cours dans les formes de faible risque parce qu'il y a une immunisation. Quelquefois, les hormones mâles, les androgènes marchent. Et puis, il y a des facteurs dits thrombopoïétiques, romipostine et thrombopaque, qui sont disponibles encore que hors AMM. Mais je crois encore qu'il faut souligner que l'on a cette chance en France, même hors AMM, à partir du moment où c'est fait de façon raisonnable, etc., voilà, de pouvoir disposer de ces médicaments. Voilà. Et puis, évidemment, le problème, la prévention et le traitement des infections. Quelquefois, les associations augmentent un cyclox en cas de neutropénie. Les transfusions de globules rouges, évidemment, qui sont, malgré tous les médicaments dont j'ai parlé, souvent nécessaires. Les transfusions de plaquettes, plus rarement. Et puis, alors, la surcharge en fer, enfin, qui est important, parce que la surcharge en fer fait que, au bout d'un certain nombre de transfusions, apparaît une surcharge en fer qui va déborder les protéines qui maintiennent le fer, qui va arriver dans le foie, et le cœur surtout, voire le pancréas, entraîner un diabète, le foie assez rapidement, c'est surtout le cœur, et où il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Et donc, voilà, on va pas discuter, mais en général, on utilise pour prévenir le déferacirox ou l'exéjade, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a l'avantage d'être en comprimé, pour prévenir la surcharge en fer, au-delà d'un certain nombre de transfusions. Voilà, ce schéma un petit peu. Alors, les inhibiteurs, j'en disais, inhibiteurs d'IDH1 et d'IDH2, FLT3, quand ces mutations sont présentes, ce n'est pas très fréquent, mais on les recherche régulièrement, parce que ces inhibiteurs existent et ils peuvent nettement améliorer les choses. Et puis juste rappeler que le GFN essaie de mener un certain nombre d'essais cliniques, qu'on appelle des essais cliniques académiques, c'est-à-dire que ce sont des essais qui sont menés par le groupe, en lien bien sûr avec les industriels, mais menés par le groupe, et qu'on essaie de... voilà, un certain nombre en cours, je n'ai pas le temps de les détailler, y compris pour la greffe de moelle, faible risque, haut risque, etc. Et voilà, j'ai rappelé le GFN, donc on est avant tout un centre qui active des essais cliniques, qui tient un registre également, qui évidemment est en lien avec votre association. Et puis voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un petit peu vite. Nous avons reçu un certain nombre de questions déjà par Internet, mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions qui n'apparaissent pas ou si vous avez des précisions sur les réponses. Voilà. Alors on va un peu marcher dans cet ordre-là. Le symptôme, les causes des diagnostics, ensuite le PO, bon, c'est à peu près les séquences, les transfusions, le VIDASA, l'allogreffe, et puis après quelques questions diverses de mémoire. Après questions diverses, voilà. Donc ça va être à peu près l'ordre du jour de ces questions. Alors la première question concernant les symptômes, les causes de la maladie et le diagnostic. Alors je ne vais pas citer le nom des gens parce que je n'ai pas toujours le nom des gens. Est-ce que le cancer des reins peut engendrer une myélodysplasie? L'exposition aux rayons gamma kif ou gamma unit dans le cas d'un traitement peut-elle générer une myélodysplasie? Voilà, première série de questions. Alors, je me permets de répondre. Les cancers du rein, sûrement pas, il n'y a pas de lien. Par contre, effectivement, l'exposition aux radiations ionisantes, que ce soit les radiologues, manipulateurs radio, les gens qui ont fait leur service militaire, par exemple, dans le désert algérien, jusque dans les années 60, puis ensuite à Mururoa, tout ça est reconnu comme maladie professionnelle. Et voilà. Enfin, si c'est professionnel, maintenant, si c'est une exposition liée au traitement d'un cancer, ça n'est pas, mais en tout cas, c'est un facteur de risque. Une myélodysplasie peut-elle disparaître d'elle-même au bout d'un certain temps? Et les myélodysplasies sont-elles héréditaires et peuvent-elles survenir sur plusieurs enfants d'une même famille? Alors malheureusement, les myélodysplasies ne disparaissent pas toutes seules, même si on aimerait bien. Au mieux, elles se stabilisent, elles sont assez indolentes et elles restent de bas risque, mais elles ne disparaissent pas toutes seules. Comme l'a dit le professeur Fenot, la seule façon de guérir la maladie, c'est de faire une greffe de moelle osseuse. Et la seconde question, c'était les formes familiales, me semble-t-il. Donc il y a des formes familiales, mais qui sont extrêmement rares. Donc quand il y a un contexte évocateur et quand il y a plusieurs cas de myélodysplasie ou de leucémie aiguë dans la famille,
On fait une recherche un petit peu plus poussée. On peut envoyer les patients voir un oncogénéticien qui fait un arbre généalogique et qui répertorie les cas. Et avec le NGS, donc le séquençage, on peut être amené à mettre en évidence certains gènes de susceptibilité. Et donc c'est intéressant pour les patients puisque surtout ça peut avoir des conséquences pratiques pour l'entourage. Si le patient est porteur d'une certaine mutation et qu'on pense qu'il y a une cause familiale, ça peut être bien sûr intéressant de rechercher cette fameuse mutation chez les apparentés, donc chez les autres membres de la famille. Voilà. On ne sait pas encore bien à l'heure actuelle comment il faut les surveiller, mais c'est important. Et également c'est important s'il y a un projet de greffe pour bien sûr choisir un donneur approprié et pas un donneur qui est porteur de cette mutation. Mais ça reste des cas très rares. Et ça ne veut pas dire pour autant que celui qui porte, entre guillemets, le gène fasse la maladie se déclare. Non, pas du tout. Non, on va porter le gène, sauf que la maladie ne se déclare jamais. Alors, oui, c'est une mutation particulière. Pouvez-vous nous expliquer comment... Alors, pourquoi la moelle devient paresseuse et arrête de fabriquer des globules rouges ou des globules blancs mécaniquement, je ne sais pas comment, pas mécaniquement, mais physiologiquement. Pourquoi c'est toujours difficile de trouver la cause. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation, c'est que souvent en fait on ne connaît pas la cause de ça. Ce qu'on voit, ce sont les conséquences directes de cette moelle qui devient paresseuse avec les signes cliniques qui enquiquinent la vie des patients. Au premier plan, la fatigue. En fait, cette question sur la cause, c'est quelque chose qui revient souvent lors des consultations. Vous nous demandez mais pourquoi j'ai ça, docteur? Et en fait, vous nous demandez tout le temps parce que on vous apporte toujours cette mauvaise réponse, qui est de savoir qu'on ne sait pas. À part quelques cas familiaux, les dispositions professionnelles ou à certains types de traitements, c'est difficile en fait de répondre à cette question. Donc, je ne vous apporterai pas plus d'éclairage sur ça aujourd'hui. On peut peut-être juste ajouter que les anomalies des gènes vont déterminer les choses. Par exemple, il y a des gènes qui, s'ils sont anormaux, vont entraîner une prolifération, donc plutôt une leucémie. Et là, ce sont des gènes qui, notamment SF3B1, va faire que les cellules ne peuvent plus produire de protéines et meurent, ce qu'on appelle l'apoptose. Donc SF3B1, c'est typiquement ça. Ça a été montré que donc c'est ces anomalies des gènes qui sont acquises, qui sont pas et qui surviennent, on ne sait pas pourquoi, mais qui du coup se développent parce que les cellules ont un avantage par rapport aux autres, mais ne donnent pas des cellules dans le sang. Donc il y en a plus dans la moelle, mais il y en a moins dans le sang, si j'ose dire. Donc c'est un petit peu le lien par rapport. Les différents gènes vont donner différents types de maladies. Que veut dire un cariotype défavorable? Et le stress est-il un facteur aggravant de neutropénie? Alors, le cariotype défavorable, ce qu'il faut comprendre sur les classifications qu'on utilise, dans notre jargon, on va toujours faire des groupes de patients, parce que c'est plus facile pour décider les traitements, parce que vous voyez, vous êtes presque une centaine dans la pièce, c'est difficile d'avoir un traitement adapté pour chaque personne, on fait des groupes, c'est comme ça que ça marche. Et on fait des groupes à partir de certains résultats d'examen qu'on connaît. Et donc, en particulier, le cariotype, c'est un examen important qui va pouvoir regarder les anomalies des chromosomes. Et on sait qu'avec certaines anomalies de chromosomes, on a des patients qui vont mieux répondre au traitement et vivre plus longtemps. Donc, on va appeler ça un groupe favorable. Alors, c'est toujours très relatif, ces mots, parce que c'est favorable par rapport à d'autres groupes. Donc, par exemple, à des groupes, on va dire, intermédiaires qui ont d'autres types d'anomalies, puis des groupes qu'on va appeler plus défavorables, parce que les anomalies du cariotype, on sait que quand on les voit, on répond moins bien au traitement, la survie peut être plus courte. Et donc en fait, c'est une façon à nous de faire des groupes de patients pour pouvoir dire, les patients qui ont un cariotype défavorable, on va leur proposer des traitements peut-être plus intensifs parce qu'on sait que les traitements plus classiques marcheront moins bien. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on utilise comme vocabulaire, et je sais que parfois c'est un petit peu compliqué lors de la consultation quand on me dit, docteur, ça veut dire quoi défavorable, est-ce que ça va mal se passer? C'est pas si simple, c'est surtout, on va utiliser cette information pour décider les traitements, et en particulier pour les indications de greffe, puisque c'est le seul traitement pour guérir de la myélodysplasie, et en particulier, c'est un traitement tout indiqué pour les patients qui peuvent supporter cette greffe en cas d'anomalie du cariotype dite défavorable.
Peut-être juste ajouter pour celles et ceux d'entre vous qui ont lu le plus sur le sujet, disons globalement, la délétion du bras long du chromosome 5 qu'on appelle DEL5Q ou DEL20Q sont plutôt favorables. Ce qui est plus défavorable sont quand il y a plusieurs anomalies des chromosomes. Et voilà. Et là, c'est plus compliqué, il faut des traitements plus intensifs. Juste aussi pour rappeler que ce sont les chromosomes qui sont très importants. On parle beaucoup de mutations, de NGS, etc. D'abord, ça met du temps pour rendre des résultats, et leur impact n'est pas aussi important. C'est normal, un chromosome, c'est plusieurs milliers de gènes. Donc, une anomalie d'un chromosome, c'est beaucoup plus important que l'anomalie des gènes. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ce NGS, etc., etc. Ça apporte une information qui est moins importante. Par contre, la présence d'une délétion vaincue, par exemple, a priori, c'est pas une indication de greffe de moelle, par exemple, un cariotype complexe, ça peut le devenir. Donc, sur un simple examen, on peut effectivement faire un certain nombre de propositions, et les chromosomes restent absolument fondamentaux. Ça, on ne peut pas faire un diagnostic et évaluer le pronostic d'un syndrome myélodysplasique sans avoir le résultat du cariotype. Ça, c'est vraiment un truc très important. Et donc, voilà, il faut les effets. C'est pas un effet de mode, le NGS, mais il ne faut pas trop se fixer là-dessus. C'est pas le plus important. En tout cas pour le traitement. Le stress est-il un facteur aggravant des neutropénies ? Non, pas démontré. C'est vrai que c'est une question récurrente. Est-ce que le stress aggrave la prise de sang ? Est-ce que le stress peut déclencher la maladie ? Non. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre EPO et transfusion sanguine en termes d'effet ? Je crois que c'était résumé par la courbe de tout à l'heure. La transfusion sanguine, le taux d'hémoglobine est en permanence bas parce qu'on est censé transfuser à 9 grammes et en réalité, comme c'est le week-end, on va arriver la semaine suivante et on sera à 8 grammes. Alors que le PO, le but c'est de maintenir un taux d'hémoglobine fixe et ça, il me semble, c'est vous qui êtes plus à même que moi que nous de le dire, la qualité de vie est très liée au taux moyen d'hémoglobine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet déjà ? On va passer aux transfusions. Quels sont les contrôles et les précautions qui permettent de s'assurer que le sang transfusé sera le bon jusqu'au bras du patient, si je puis dire ? Quels sont les contrôles qui sont faits, visuels ou par l'infirmière qui regarde Alors déjà, il y a des premiers contrôles qui sont faits au niveau du donneur de sang. Avant de pouvoir donner son sang, il faut être éligible, donc répondre à un certain nombre de caractéristiques en termes d'âge, pas avoir été exposé à certaines choses, pas avoir de virus, pas avoir voyagé à l'étranger, etc. On pense tous à l'affaire du sang contaminé et c'est vrai que les transfusions peuvent faire un petit peu peur, mais aujourd'hui les contrôles sont assez drastiques et une fois que le patient a donné son sang, il y a un certain nombre de tests et d'examens qui permettent de confirmer que voilà, il n'y a pas d'agents infectieux, etc. Les gens malades n'ont pas le droit de donner leur sang, etc. Et après, si on se met de l'autre côté, un patient qui va recevoir la transfusion, vous le savez, ceux qui sont transfusés, avant d'être transfusés, on fait ce qu'on appelle un bilan pré-transfusionnel pour déterminer le groupe sanguin, le résus, etc., pour être sûr de lui donner le sang compatible. Avant chaque transfusion, on fait aussi une prise de sang qui s'appelle les RAI, la recherche de la glutine irrégulière. Et après, dès qu'on reçoit, donc c'est l'établissement français du sang, l'EFS, qui est garant de la bonne qualité du produit sanguin et qui va le délivrer à l'hôpital de jour du service d'hémato. Et après, une fois que le sang est reçu, il y a bien sûr des contrôles drastiques en termes de conservation, de température, d'heures de péremption. Et l'infirmière doit faire ce qu'on appelle un contrôle ultime au lit du patient. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a une petite carte où on met une goutte du sang, une goutte de la poche, on vérifie qu'il n'y ait pas de réaction. Donc l'ensemble de ces procédures permet de sécuriser la transfusion de façon correcte. Tu peux rajouter des choses, là ? Non, tu as tout dit. Des questions concernant les transfusions. On va évoquer maintenant le Vidaza qui suscite beaucoup de questions. Pourquoi l'Onureg Vidaza en comprimé n'est-il pas prescrit dans le SND ? Car j'en ai marre d'avoir des injections.
Peut-être vous pouvez préciser un petit peu toutes les modalités d'injection de Vidaza, la façon dont on peut la se faire, etc. Le Vidaza, du coup, se conserve au frais. Les seringues sont préparées par la chimio et on les conserve au frais le temps que le patient arrive en hôpital de jour ou alors quand ils sont déjà hospitalisés. Ce qui est très important, c'est de sortir la seringue un peu avant du frigo et soit de la réchauffer entre nos mains, parce qu'il ne faut pas qu'on vous l'injecte dès qu'elle sort du frigo. D'accord ? Donc on la réchauffe entre nos mains en principe et il est très important également de ne pas purger la seringue pour éviter ces réactions que l'on peut faire. Après, vous savez, des fois vous vous plaignez d'avoir une réaction locale très inflammatoire et qui vous fait mal. Hein. Donc il ne faut pas purger cette seringue, bien réchauffer la seringue et surtout injecter très 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 lentement parce que l'injection du produit en principe vous fait un peu mal. Ce qui est très important également, c'est de respecter environ 2,5 cm au moins entre chaque point d'injection parce que quand vous faites des réactions, vous avez une ulcération qui est assez importante et du coup si vous rapprochez vos points d'injection, ça se touche et du coup ça vous fait encore plus mal. Il y a l'huile d'onagre qui marche bien pour mettre par-dessus les injections, ça se trouve en pharmacie et vous massez le point d'injection avec après. Qui marche plutôt bien et puis vraiment s'il y a une grosse réaction, des fois on arrive à mettre des pommades à base de corticoïdes pour diminuer cette réaction inflammatoire. C'est toujours compliqué d'injecter lentement parce que nous on le voit à l'hôpital de jour où l'infirmière a sa seringue, le patient elle fait une sous-cute en 2 secondes alors que sur le plan de soins chez nous il y a bien écrit qu'il faut injecter en 2 ou 3 minutes. L'important c'est que vraiment la lenteur de l'injection est très importante pour éviter ce type de réaction locale qui est le plus désagréable. Et quel pourcentage vous finissez par faire en intraveineux? Parce qu'on peut... Alors le problème de l'intraveineux, nous le faisons de façon pratiquement systématique en hospitalisation. Parce que le produit intraveineux a une péremption courte de 4 heures. Donc pour les hôpitaux de jour, c'est assez compliqué de le faire préparer en temps réel quand vous connaissez l'intensité du travail en hôpital de jour et le flux de patients. Et c'est difficile d'être sûr qu'on puisse passer le produit dans les 4 heures. Donc pour l'instant, on le garde pour l'hospitalisation. Ou alors pour les patients vraiment qui font des réactions locales très très importantes et qui ne supportent plus ces injections sous-cutanées. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, je ne sais pas si on pourra... Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse passer d'une péremption courte à une péremption longue en intraveineux, pour qu'on puisse pouvoir le passer en hôpital de jour. Alors, d'un autre côté, dans beaucoup de régions de France, en particulier en Ile-de-France, Vidaza est en général fait à domicile par des infirmières de l'hospitalisation à domicile. Donc, pour moi, ça simplifie les choses, il n'y a pas le déplacement. Et puis, parfois, des personnes très âgées, c'est bien qu'il y ait une infirmière qui aille régulièrement pour être sûr que tout se passe bien. Je sais pas, je trouve que quand même la majorité des régions, je pense qu'il faut que maintenant... C'est ce que l'on entend, effectivement. Sur Marseille, c'est pas encore trop développé. On essaye de le remettre en place avec l'achat de l'IPC. On va voir si on arrive à tout mettre en place et à essayer de développer ce système qui ferait qu'effectivement il y ait une qualité de vie pour le patient, parce que quand vous faites des injections de Vidaza, vous venez de manière consécutive 5 jours d'affilée, puis le lundi et le mardi suivant. C'est assez contraignant pour le patient et l'accompagnant en général. Et effectivement, comme nous l'avons remarqué, la population qui est touchée, c'est une population qui commence à être âgée et il y a une fatigue qui s'installe aussi de par les allers-retours que nous faisons en hôpital de jour. Et tout ça, on va essayer de les développer pour le bien du patient. Pour l'instant, donc à l'IPC, il y a les patients qui habitent à Marseille intramuros qui peuvent bénéficier du Vidaza à la maison via notre système d'HAD, d'hospitalisation à domicile. Ça fait quelques mois qu'on l'a mis en place. Donc j'espère qu'on pourra l'étendre à tous nos patients de la région, parce que nos patients ils viennent souvent de loin. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir le développer. Pour l'instant, c'est les patients qui habitent à Marseille intramuros.
Par contre, du coup, on a développé les transfusions avec HIV-IPC pour éviter que, vous l'avez bien fait remarquer, qu'ils sont souvent transfusés en globules rouges. Et du coup, le fait de pouvoir faire les transfusions à domicile, pareil, ça évite un aller-retour au patient et c'est beaucoup plus pratique pour lui. Alors ça, par contre, les transfusions à domicile, ça existe dans très peu d'endroits et c'est sûrement une belle initiative. Voilà. Voilà. C'est séduisant dans le concept. En pratique, il y a finalement assez peu de patients qui acceptent d'être transfusés à la maison, alors que comme ça, c'est plutôt séduisant comme idée. Le problème de la transfusion à la maison, c'est que pour l'instant, voilà, c'est que Marseille Intramuros, encore une fois, et ça nécessite que l'infirmière vienne 3 jours d'affilée chez le patient, parce qu'elle vient le premier jour pour faire la prise de sang avec la RAI, et à la maison, on peut passer les poches une par une. Donc elle vient le 2e jour pour faire la première poche de sang, et le 3e jour pour faire la 2e poche de sang. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui pourraient en bénéficier et qui nous disent non, mais je préfère venir, au moins une demi-journée à l'hôpital de jour, c'est réglé, je suis transfusée et je ne suis pas bloquée 3 jours chez moi. Donc, à voir quel système vous préférez, mais c'est vrai que c'est quand même un gain en qualité de vie de pouvoir transfuser les patients à la maison. Un mot maintenant sur les formes orales. Donc on en a parlé, il y a qui s'appelle la STEC 747 qui est une forme orale de décidabine, qui est l'autre hypométhylante, donc qui est accepté aux États-Unis, mais pour le moment pas en Europe. Il y a des essais, je pense que ça le sera. La forme orale de Vidaza qui s'appelle le Mureg ne l'est pas, elle n'a pas été développée dans le système. C'est vrai que ça n'était pas facile parce qu'il fallait montrer une équivalence et donc il faut des choses administratives pas faciles. Il y a une autre forme orale de Vidaza qui est en cours. Donc je pense que ça va venir, ça vient effectivement un peu lentement. Voilà, mais c'est pas nous qui avons la main, en quelque sorte, si j'ose dire. Mais ce serait effectivement mieux d'avoir des formes orales. Il faut être certain qu'elles soient aussi efficaces. C'est pas facile, ça implique des essais cliniques pour montrer que c'est aussi efficace, voire plus efficace. C'est toujours embêtant quand on a un traitement de référence. On a peur d'être moins bon. Dès lors qu'on prend une forme orale, l'absorption, c'est pas toujours facile. Mais on va y arriver. Autre question plus esthétique. Je suis sous Vidaza, j'ai les cheveux blancs et je fais des couleurs chez le coiffeur. Alors c'est pas moi qui parle. Mon médecin m'a dit d'éviter les couleurs. Pourquoi? Et il a ajouté que si je voulais vraiment le faire, il ne fallait pas le faire trop souvent. Et y a-t-il une période plus favorable, une périodicité plus favorable? Alors, pour le Vidaza, nous, on ne dit pas de ne pas faire de couleur, parce qu'en plus, si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de perte de cheveux avec les injections de Vidaza. Par contre, donc du coup, nous, il n'y a pas de restriction vraiment. Cependant, moi, quand même, je dis aux patients de préférer les couleurs d'origine plus végétale, plutôt qu'à base d'ammoniac et de parabènes, parce que c'est un peu plus nocif, mais voilà, c'est tout. Après, par contre, avec des chimiothérapies qui provoquent des alopécies, donc la perte des cheveux, là, oui, on estime qu'il faut être quand même un peu à distance de la... disons qu'il faut attendre, quand les cheveux repoussent, quand on a fait une chimiothérapie intensive, il faut attendre déjà que les cheveux aient bien repoussé partout avant de faire une couleur, et d'avoir bien laissé pousser 2-3 cm pour être un peu, parce qu'on va dire que les premiers cheveux qui poussent sont encore peut-être un peu imprégnés de chimiothérapie. Mais sur le Vidaza, il n'y a aucune recommandation quelconque. Donc vous pouvez faire des couleurs. Ça me rassure. Ma mère est sous Vidaza depuis plusieurs années et le produit semble avoir un effet recherché. Cependant, ces cures sont très pénibles, grande fatigue, douleur au point d'injection, infection urinaire systématique. Et son hématologue ne propose rien. Pour éviter ces effets secondaires, y a-t-il néanmoins des solutions pour les limiter? Donc on a parlé vous avez parlé de la crème, de l'espacement d'injection. Et puis, est-ce qu'il y a des crèmes qu'on peut... Alors, je ne peux pas faire de publicité, mais est-ce que nous, en tant que CCM, on ne pourrait pas établir une liste de crèmes qui pourraient être sur notre site et pour dire aux gens, ben voilà, donc ce serait pas mal qu'on puisse accéder à cette liste et que sur le site de CCM, on puisse avoir, ben voilà, vous pouvez essayer. C'est pas de la publicité, c'est juste vraiment améliorer des bons conseils. Voilà. Et parce que quelquefois on recommande aussi des anti-inflammatoires. Votre expérience respective d'anti-inflammatoires locaux et d'huile de nacre?
Alors, la peinture en pratique, il y a quelle proportion met de la diprozone et quelle proportion met de l'huile d'onade? Alors, je pense que... Alors, de façon... oui, on va dire que pour les patients hospitalisés, avant, quand on faisait les sous-cutanés, on basculait systématiquement sur la diprozone. L'huile d'onade, c'est surtout pour les patients qui sont en ambulatoire. Après, vous dire celle qui va fonctionner le mieux, ou plutôt faire de la prévention avec l'huile d'onade pour éviter d'avoir des réactions, et la diprozone plus pour traiter s'il y a... c'est peut-être sur ça qu'il faut faire la différence. Je ne pourrais pas dire. Bien, je passe maintenant... Enfin, moi, il y a des questions. Il y avait d'autres effets secondaires où il y avait l'histoire de l'infection urinaire systématique. C'est vrai que si les patients ont une immunodysplasie avec une baisse des globules blancs, une neutropénie, on peut être plus sujet aux infections. Donc après, à voir, mais peut-être qu'un avis urologique peut aussi être important, des examens d'urine fréquents, voir s'il y a vraiment une infection, des antibiotiques un peu plus systématiques. Il y a des patients qui prennent des antibiotiques assez régulièrement parce qu'ils sont très très sujets aux infections urinaires. En général, on en discute avec les urologues. Donc il y a plein de petits moyens pour essayer d'améliorer les choses au quotidien. Et après, pour la fatigue, voilà, on sait que la maladie, l'anémie peuvent fatiguer, le traitement peut aussi fatiguer. Après, là, dans cette situation, le traitement a l'air d'être quand même bien efficace. Donc, on n'a pas très envie de lever le pied, parce que sinon, l'alternative, c'est de baisser la dose, passer à 5 jours au lieu de 7, essayer d'espacer un petit peu les cures pour améliorer la tolérance. Mais c'est vrai que si le traitement fonctionne bien, on a envie d'essayer de continuer, bien sûr, dans la mesure du raisonnable et du tolérable pour le patient. C'est vrai que c'est un petit peu le problème, c'est que quand ça marche, on n'a pas envie d'arrêter et on ne sait pas quand arrêter. On n'a jamais, pour savoir la durée optimale, il faudrait faire des essais tirant au sort entre par exemple 3 ans et 5 ans, je ne sais pas, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué à évaluer. Il faut donc on a tendance à continuer, mais en faisant effectivement 5 jours, toutes les 5 semaines, toutes les 6 semaines. Voilà. Plusieurs questions sur le luspatercept. Aujourd'hui, a-t-on des résultats à plus ou moins long terme des effets du luspatercept, France et autres pays, où il est disponible depuis, en France, moins d'un an, à peine moins d'un an, et dans les autres pays. Je souhaite connaître les difficultés de mise en place du luspatercept, rencontrées par les autres patients, de façon à évaluer son efficacité et éventuellement me rassurer. Autre question, je suis sous luspatercept mais avec des adaptations de dose, mais ma qualité est 75 puissant, puis arrêt, puis en 75 puissant, et ma qualité de vie ne s'est pas améliorée, et je suis sous luspatercept avec des résultats spectaculairement positifs. Depuis que j'ai vu le prix de ce médicament, je me demande s'il ne vaut pas mieux développer des autogreffes, quel que soit l'âge des patients. Je vais essayer de répondre sur le luspatercept parce qu'on essaie de mener avec le GFM un registre. Donc, d'abord, dire que même s'il y a une autorisation de mise sur le marché européenne, la plupart des citoyens européens n'y ont pas accès, effectivement, en raison du coût. Mais c'est vrai qu'en France, on a fait le choix d'un accès assez large aux médicaments, même s'il n'est pas parfait, même s'il se dégrade plutôt par beaucoup d'aspects, on pourrait en parler longtemps. Globalement, on a un meilleur accès aux médicaments. C'est pas un médicament qui va guérir la maladie, et même enfin, on manque de recul, mais probablement les rémissions sont plutôt de l'ordre de 2 ans dans l'ensemble, et pas 10 ans. Alors, ce qu'on propose nous maintenant, alors depuis qu'il y a l'AMM, on a le registre du GFM où on va analyser les patients qui ont été depuis 1 an, qui ont reçu du luspatercept. On est, je pense, déjà à un petit peu plus de 120 répertoriés, je crois. Et en cas d'échec du luspatercept, l'idée c'était de rajouter de l'EPO, c'est d'avoir une association des deux pour voir si ça peut marcher. Donc, mais on manque encore un petit peu de recul. On sait que probablement les patients vont rechuter à un moment, et il y aura d'autres médicaments, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y en a d'autres en développement. Le problème du coût évoqué, oui, évidemment c'est très coûteux. Je pense que secondairement on aura des génériques, enfin d'autres molécules qui se développeront, c'est le problème du coût des médicaments. Je crois qu'on a fait en France le choix d'avoir un accès assez large aux médicaments, et il faut se comparer à des pays de niveau équivalent, c'est celui du Royaume-Uni, où clairement
le choix a été fait de réduction drastique sur les coûts de santé, qui ne sont pas globalement ce que souhaitent les Français, très clairement. Et bon, ça pourrait être une discussion qui sort du domaine. Voilà, c'est un médicament qui apporte quelque chose, c'est un médicament qui est cher, et en tout cas, on ne peut pas le remplacer par une autogreffe, et non plus une allogreffe. Tu ne peux pas greffer des anémicides neuroplastiques, je ne pense pas. Je te laisse parler. Non, effectivement, entre l'allogreffe et le luspatercept, c'est deux traitements qui sont diamétralement opposés. Le luspatercept s'adresse à ces patients avec des myelodysplasties de bas risque, où le but c'est vraiment d'éviter les transfusions au long cours, alors que l'allogreffe c'est pour les patients avec des myelodysplasties de haut risque, où le but c'est vraiment de guérir d'une maladie qu'on considère déjà quasiment comme une leucémie aiguë. Et on sait qu'avec la greffe, on va être beaucoup transfusé aussi après, donc c'est vraiment deux ambiances totalement différentes. Ceci dit, la question est assez intéressante quand on prend ça avec le regard du coût, puisque ça nous rappelle il y a 20 ans en arrière ces maladies qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, où effectivement l'arrivée de certains médicaments ont permis d'avoir des survies très prolongées sans greffe, avec des traitements au long cours qui coûtent relativement cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, dans des pays à un niveau socio-économique plus faible que le nôtre, la question se pose encore de greffer ce genre de patients, parce que l'accès aux médicaments est cher. Donc là, c'est pas la même situation, mais la question est tout à fait pertinente dans un modèle économique qui serait différent, mais en tout cas clairement pas en France, et pas pour les patients qui ont des myelodysplasties de bas risque. J'ai juste peut-être que le luspatercept il est dans les formes sidéroblastiques avec cette mutation SF3B1, et on sait maintenant en surveillant s'il n'apparaît pas d'autres mutations que SF3B1, c'est-à-dire des mutations plus graves, probablement la maladie n'évolue jamais en leucémie aiguë. Alors donc voilà, à partir de là, prendre le risque d'une greffe au-delà d'un certain âge est sans doute assez disproportionné. Voilà, d'où l'intérêt de ce suivi moléculaire par ce fameux NGS et des situations que c'est important. Mais vu le prix des médicaments, Jacqueline nous disait que certains pays d'Europe ont refusé le luspatercept, même le luspatercept. Et des pays d'Europe, je veux dire, évolués. La liste est longue. D'abord, l'Angleterre, un pays comme la Finlande, des pays qui ont des systèmes de santé qui sont excellents, le Danemark, l'Italie, c'est pas encore sûr, ça dépend des régions. Il y a énormément. À partir du moment où un pays décide de voir l'intérêt d'un médicament d'un point de vue économique, le luspatercept est rejeté parce qu'il est trop cher. Et donc en France, il y a une approche qui est complètement différente et qui regarde maintenant de plus en plus la qualité de vie du patient. Et donc on arrive à avoir plus de médicaments que dans des pays avec des systèmes de santé qui seraient peut-être meilleurs que celui de la France. Donc on a beau taper sur la sécu, quelquefois on est content quand ça fonctionne dans notre sens, si je puis dire. Hein? Monsieur, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le luspatercept? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, je voudrais quand même dire que le luspatercept peut quelquefois s'accompagner d'effets secondaires, de type vertige, etc. Il faut le dire. Hein. Je pense que voilà, on n'est pas transfusé. D'abord, ça ne marche pas dans tous les cas. Ça marche qu'une fois sur deux quand même. Et notamment, ça marche moins chez les patients très transfusés. Et puis, il peut y avoir des effets secondaires, comme avec la majorité des médicaments. Donc, c'est pas non plus parfait. Voilà. Mais nous espérons peut-être l'association avec le PO sera un plus. Voilà. On va évoquer maintenant les greffes et l'allogreffe. Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe? Est-ce que c'est comme pour un arbre? On fait une incision, on insère et on ferme? Ou est-ce que c'est... Comment ça se passe? Je veux dire, physiquement. Effectivement, c'est une bonne question et j'ai pas de petite diapo pour ça, mais je peux faire comme ça a cappella. La greffe, c'est souvent un mot qui fait un petit peu peur et une des premières questions, c'est quand est-ce qu'on va m'opérer, docteur? Donc, je commence toujours par dire, ce n'est pas une opération, une greffe. Hein, donc, on a toujours dans l'idée de la greffe de cœur, la greffe de rein, etc. Nous, ce qu'on fait, ce sont des greffes de cellules souches hématopoïétiques, des greffes de moelle osseuse, comme on dit dans le langage courant, qui consiste en fait à remplacer la moelle osseuse qui est malade par une moelle osseuse qui est saine. Donc il y a plusieurs types de greffes, et dans le contexte des syndromes myélodysplasiques, on fait ce qu'on appelle des allogreffes, c'est-à-dire on prend la moelle osseuse d'un donneur sain
qu'on va injecter à un patient. Donc ça se fait en pratique de manière assez simple finalement, où on utilise des médicaments de chimiothérapie, éventuellement de la radiothérapie, pour enlever la moelle osseuse des patients. En fait, ça provoque une aplasie, c'est-à-dire que vous n'avez plus de globules, sur la prise de sang, il n'y a plus rien. On enlève tous les globules sanguins, donc avec des médicaments, et on injecte les cellules de la moelle, qui ont été prélevées chez le donneur, directement par les veines, dans un cathéter. En général, on met un cathéter central, et on injecte, et les cellules de la moelle, en fait, elles retrouvent leur chemin toutes seules, pour aller directement dans la niche, directement dans la moelle osseuse, et comme ça on replante en fait des précurseurs de moelle, et ça va faire repousser les globules, et au bout d'une vingtaine de jours, une quinzaine, vingtaine de jours, ça dépend des modalités, on voit réapparaître sur la prise de sang des nouveaux globules, et qui viennent du donneur. Voilà, donc c'est toute la magie de la chose, qui est pas tout à fait naturelle quand même, donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, puisque on crée comme ça chez un individu ce qu'on appelle dans notre jargon une chimère, c'est-à-dire un individu qui porte en lui un système qui vient d'un autre individu avec un fond génétique différent, et il va falloir cohabiter en fait entre le patient et sa nouvelle moelle, ses nouveaux globules, et tous les complications potentielles qui peuvent apparaître, puisque les deux vont avoir tendance à se disputer un petit peu et donner possiblement certaines complications d'ordre essentiellement immunologique, parce que les globules blancs, c'est quand même fait pour se défendre contre le non-soi, contre l'extérieur. Et donc, il faut apprendre à la greffe à cohabiter avec le patient. Donc, c'est ça un petit peu tout le travail qu'on met en place, pour que petit à petit, d'une part, la greffe puisse fabriquer les globules qui manquent quand on a une myélodysplasie, d'autre part, qu'elle ne soit pas agressive vis-à-vis du patient. Et en troisième point capital, puisque c'est quand même pour ça qu'on fait la greffe, c'est que la greffe détruise les cellules de la leucémie qui pourraient rester pour qu'elles ne se développent pas. Mais si vous enlevez tous les globules produits par la moelle, la première moelle, donc vous n'avez plus de globules rouges, plus de globules blancs, comment ça se passe pour l'oxygène, pour les infections, je pense qu'on est dans des salles... mais pour l'oxygène, on transfuse. C'est-à-dire que effectivement, c'est une période qui est très, très à risque. Donc évidemment, c'est une procédure qui se passe en hospitalisation, dans des services fermés, où les gens ne sortent pas des chambres, l'air est filtré pour éviter les infections, et on est pendant effectivement 2 à 3 semaines entièrement dépendant des soins de support, c'est-à-dire transfusion de plaquettes. Alors, pour les plaquettes et les globules rouges, c'est pas vraiment un gros problème, puisqu'on peut transfuser. S'il y a des saignements, si les plaquettes sont trop basses, on transfuse. Pareil pour l'hémoglobine et les globules rouges. Mais par contre, pour les globules blancs, c'est embêtant. Il faut attendre que ça pousse. On injecte, on attend. Et donc là, effectivement, ça dure 15 jours, 3 semaines. Et c'est effectivement la période très à risque de cette procédure, qui peut ressembler un petit peu à la période à risque des patients qui ont reçu de la chimiothérapie intensive, qui vont avoir une période d'aplasie relativement longue. La seule différence, c'est que dans le contexte de la chimiothérapie, les globules qui reviennent après, c'est les globules du patient, alors que nous, ce sont les globules du donneur qui réapparaissent une fois qu'on a réinjecté la nouvelle moelle. Voilà, pour dire, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Exactement le déroulement. Oui, c'est ce que j'allais faire. Oui, non, mais moi il y a 10 ans, et vous il y a 2 ans. Non, ça fait 3 ans. Eh bien, expliquez. Si vous voulez, en complément, alors, vous avez parlé en tant que spécialiste, et puis infirmière, non mais... Et moi, les infirmières, je ne les voyais pas, donc je ne les connais pas, parce que nous étions ensemble stériles. Et le monsieur va vous expliquer la même chose. Moi, je l'ai eu il y a 10 ans, mais c'est quand même... c'est un remède miracle, mais il faut tenir le coup. Et il y a 3 points, attendez, je vous donne la parole après. 3 points. Alors, la médecine française, n'en parlons pas, là, moi, c'était Dieu pour moi. Et ensuite, quand même, l'aide, le moral déjà, j'avais envie de me battre. J'avais 2 petits-enfants qui allaient naître, mes petits-enfants. Je voulais les voir, et maintenant, ils ont 10 ans, ça va bien. Je fais de l'acrobanche avec eux, alors ça va. Et surtout l'aide de la famille. Enfin, j'ai vu des personnes en chambre stérile, ou après, nous, on rencontre les gens comme ça dans la salle d'attente, peut-être vous pouvez le dire, et qui n'avaient pas de famille. Il allait en maison de repos.
Oui, c'est très difficile pour les personnes non accompagnées parce que le temps est très long. Il y a environ 4 à 6 semaines d'hospitalisation pour une hospitalisation de greffe. Et effectivement, des fois, il y a des patients qui ne voient que le personnel, enfin, c'est déjà très bien, mais que le personnel infirmier, paramédical et les médecins. Et le soutien psychologique est primordial pendant cette hospitalisation. Alors là, je confirme, en tant que patient, et on verra avec monsieur, c'est sûr que ma femme, j'habite loin, et le problème aussi, vous habitez en ville, à 50 km de Lyon, donc mon épouse conduit mal. Hein, donc, ils ont été super, mes enfants et mon épouse, je m'en suis aperçu qu'après, ils avaient fait un planning, et tous les jours, j'avais la visite de quelqu'un qui venait et qui pouvait pas me voir, puisqu'elle était au fond de la salle. Il y a des conditions particulières, donc à Lyon, c'est encore, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais effectivement, c'est vraiment un service stérile. Ils sont vus derrière des vitres ou des rideaux, je ne sais pas comment c'est. Nous, ils rentraient dans la salle, si vous voulez, mais tout habillé, voilà. Tout habillé, mais pas le droit de me toucher, voilà, pas le droit de me... Et du coup, bon, à l'Institut Paul Palmette, c'est pareil, c'est un milieu qui est surprotégé, avec un habillement obligatoire pour pouvoir rentrer dans la chambre, et c'est une seule visite à la fois. Alors, nous, on est un peu plus souple, mais une seule visite dans la chambre. Et pour éviter de multiplier les risques. Oui, parce que j'ai vu une personne plus jeune que moi qui est décédée, la malheureuse, mais ils allaient lui faire la bise. Alors que moi, pendant le mois à l'hôpital et pendant les 6 mois après, les contacts sont... je n'ai vu personne. Enfin, j'avais ma chambre. Et puis, une chose importante, quand je suis rentré chez moi, alors maintenant que je suis dans l'association présidente, j'ai des coups de fil, j'explique tout ça aux personnes. Mon épouse et mes enfants, ils m'avaient fait une chambre à l'étage avec ma salle de bain. Enfin, j'avais encore à la maison une enfant de 14 ans, j'avais 2 chiens dans la maison. Ils m'avaient dit, les médecins... Oui, il y a beaucoup de... Il y a une éducation thérapeutique qui est faite à la sortie parce qu'il y a beaucoup de... Votre vie se fait par rapport à la greffe de moelle osseuse. Et tout tourne par rapport à ça pendant, on va dire, au moins 1 an. Hein, et tout le monde doit s'adapter à votre nouvelle... Au moins 1 an. Oui. Et tout le monde, en fait, doit s'adapter à vous. Donc, effectivement, une collégienne qui rentre du collège, elle ne va pas faire un gros gâté à son papa, elle rentre, elle va prendre sa douche, elle se met des habits propres, et puis après, voilà, c'est tout un système, une nouvelle façon de vivre qui est assez longue, contraignante, mais nécessaire pour le bien-être du patient. Je reviens sur la greffe. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui refusent la greffe, qui sont éligibles à la greffe et qui le refusent pour des questions de peur, de crainte, Ça arrive encore, effectivement. Et je pense que c'est toujours une question difficile, surtout dans les situations où le bénéfice vis-à-vis du risque est pas toujours très clair, en particulier en fait quand le risque est élevé. Donc chez les patients les plus âgés, les plus fragiles, qui ont des comorbidités, c'est vrai que nous on a tendance à proposer la greffe, mais ça arrive quand même que certains patients refusent parce qu'on se doit aussi d'être très transparent sur les risques potentiels, soit de toxicité et de mortalité à court terme, soit sur les séquelles à long terme qui vont gréver la qualité de vie des patients. Donc ça arrive effectivement, et je pense que c'est un choix qui est tout à fait respectable à partir du moment où on a bien mis en balance les bénéfices et les risques potentiels. Ça reste aujourd'hui quand même pas la majorité des gens, c'est-à-dire que dans l'expérience actuelle, je pense qu'on a beaucoup plus fréquemment des médecins qui refusent de faire la greffe, et nous y compris fréquemment à Marseille, alors qu'on fait beaucoup de greffes chez les patients les plus âgés, mais malgré tout, ça reste la limite en général, c'est les médecins qui considèrent que le risque est trop élevé, plus que les patients. Les gens ont surtout peur de... Alors pour les SMD, c'est un peu différent parce qu'il y a des patients qui arrivent en hospitalisation de greffe sans avoir eu de précédente hospitalisation
Un patient qui rentre en unité de leucémie aiguë en urgence pour une prise en charge, il y a l'induction qui dure 1 mois, puis après des chimios de consolidation, puis après plus ou moins une greffe. Eux, ces patients-là connaissent déjà l'enfermement. 1 mois en hospitalisation, on ne sort que pour aller passer des examens, c'est long. Voilà. Et donc, ces patients-là, des fois, peuvent refuser la greffe parce qu'ils ne veulent pas revivre cet enfermement. L'isolement, voilà, ils disent enfermement parce que c'est vrai que des fois, il y a des patients qui verbalisent, ils disent je suis en prison. Et c'est compliqué de vivre ça, effectivement. Pour les patients suivis pour un syndrome myélodysplasique qui n'ont pas eu, en général, qui n'ont pas eu ce type d'hospitalisation, je pense que le problème de l'isolement est moins... on n'est pas conscient encore. Oui, c'est ça. Voilà. Attends, il y avait le monsieur qui a été greffé, là, peut-être il va nous donner son point de vue. Là. Tout a été dit, hein. Non, mais donc, moi je suis rentré au mois de janvier, donc pour la chimio et tout. Donc on m'avait bien prévenu avant, comme quoi ça allait être très dur. Donc de ce côté-là, il vaut mieux le savoir. Ça s'est bien réalisé, quoi. Donc après j'ai été greffé le 4 mars, où ça s'est bien passé. Moi, j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé à la période du Covid, alors je voyais plus personne. Mais bon, il y avait une équipe qui était proche de moi, que ça soit tout le monde très sympathique. Donc, ça a été dur, mais ça s'est bien passé. J'ai juste eu, 7 mois après, des gros problèmes de GVH, où là, par contre, ça n'a pas été dur, ça a été très dur. Mais comme vous voyez, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Donc, tout va bien, il n'y a aucun souci. Je vis comme avant. J'y pense le moins possible. Et je fais ma vie. On fait des projets. Voilà. Mais je tiens à remercier toute l'équipe de l'IPC. Concernant les chambres, on m'avait dit que c'était un 4 étoiles, donc je n'étais pas surpris. Une chambre stérile. Mais voilà, ça a été très dur, mais comme quoi, ça vaut le coup de se battre. Voilà. Très bien. Et on peut applaudir les infirmières et les médecins. Bien. Je voulais poser une question parce que je vois que vous avez été hospitalisé longtemps. Est-ce que ça doit jouer ça doit jouer sur le moral? Est-ce que ça peut être en défaveur de la maladie, le fait de ne pas avoir le moral? Les gens, ils sont réticents, ils n'osent pas, ils ont peur. Est-ce que ça peut jouer à une dépression après, en plus de la maladie? Votre question, si j'ai bien compris, c'est de savoir si le traitement lui-même peut engendrer un état dépressif. Clairement, oui. Je pense que c'est une réaction humaine naturelle à un stress aussi important, à la fois vis-à-vis de la gravité de la maladie, puisque quand on arrive à faire une allogreffe dans ce contexte-là, c'est que la maladie est grave, vis-à-vis des risques qu'on prend à faire ce traitement aussi, et puis tout l'aspect d'isolement vis-à-vis de donc cette rupture qu'on a avec sa vie habituelle. Donc effectivement, ce sont des facteurs qui sont très bien connus pour engendrer un état de dépression, voire de stress post-traumatique quand les choses se passent mal. Si on fait un séjour en soins intensifs, par exemple. Et donc, c'est des choses qu'on prend en compte, effectivement, dans la récupération après la greffe, où ces aspects-là, psychologiques et psychiatriques, parce qu'il faut dire le terme, sont au premier plan. Alors, peut-être pas dans les premières semaines, puisqu'on va être très occupé à gérer ce qui est très organique et urgent, mais après, dans la récupération à moyen terme, c'est-à-dire au bout de quelques mois, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Donc, il est assez fréquent d'avoir des traitements antidépresseurs qui sont mis en place chez presque une personne sur 2 peut être amené à avoir ce genre de traitement. C'est pas des traitements à vie, ça veut pas dire que les gens sont des dépressifs chroniques, mais simplement ils ont besoin d'un support important. En fait, on le prend suffisamment en compte pour que on considère la consultation par le psychologue avant greffe comme une obligation. Un patient qui refuse de voir le psychologue avant greffe, je le greffe pas. Voilà, parce que c'est forcément une étape
vraiment importante, cette étape de greffe qui est très dure sur le plan psychologique. Et à chaque visite à l'hôpital de jour hebdomadaire, les patients peuvent voir la psychologue, enfin voient souvent d'ailleurs la psychologue, donc ça c'est quelque chose de primordial. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Oui, bonjour. Il y a une nouvelle molécule qui s'appelle PJ34 qui guérit un cancer, qui est en étude, qui guérit un cancer en 14 jours, notamment celui du pancréas. Est-ce qu'elle pourrait être exploitable pour la myélodysplasie? En pratique, c'est des traitements ciblés sur certaines anomalies qui ne sont pas les mêmes que dans les leucémies ou les états pré-leucémiques comme les syndromes myélodysplasiques. Donc de plus en plus maintenant, c'est vraiment des traitements ciblés sur telle ou telle anomalie. Alors quand l'anomalie se trouve dans différents types de cancers, ok, mais sinon là en l'occurrence c'est une forme, sauf erreur, c'est une forme, quelque chose de très ciblé. Comme par exemple l'IDH1, l'IDH2 dont j'ai parlé tout à l'heure se voit aussi dans les tumeurs du cerveau. Là, ok, donc les inhibiteurs peuvent agir, mais si la cible n'est pas là. Est-ce que vous pouvez évoquer les DLI après l'allogreffe? Merci. Alors, donc la question concerne les DLI, qui veut dire Donor Lymphocyte Infusion, qui en français signifie l'injection de lymphocytes du donneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une fois que les patients ont été greffés et qu'ils ont le nouveau système immunitaire et tous les globules de leur donneur, on peut être amené à contacter à nouveau le donneur pour qu'il donne un complément de greffe. En fait, on récupère les globules blancs du donneur et on en injecte un petit peu. Alors pourquoi on veut faire ça? C'est une manœuvre qui est assez simple, qui permet de renforcer l'efficacité de la greffe. Parce qu'en fait, le médicament dans la greffe, c'est pas la chimiothérapie qu'on utilise pour mettre en place la greffe. Le médicament dans la greffe, c'est le système immunitaire du donneur directement. C'est-à-dire la nouvelle moelle, elle agit comme un médicament. Elle va reconnaître les cellules de la leucémie ou de la myélodysplasie comme étant étrangères et les attaquer et guérir le patient. C'est ça le but. Donc il faut vraiment voir ça comme un traitement immunologique, et donc c'est les globules blancs, le médicament. Donc si on a compris ça, on comprend que en rajoutant des globules blancs, c'est comme si on rajoutait du médicament, du principe actif de la greffe, et donc c'est ça l'idée. Il y a plusieurs situations où on peut être amené à le faire, soit parce que la greffe n'a pas pris correctement. Parfois on vous donne des chiffres, on dit elle a pris à 80-90%, nous on veut qu'elle prenne à 100%, donc s'il n'y a pas assez de globules blancs du donneur, on en rajoute, on peut dire ça comme ça, c'est simple. On peut être amené à rajouter à nouveau ces globules blancs si on voit que finalement on retrouve encore chez le patient des signes de la myélodysplasie après la greffe. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. Ou simplement si on pense que la maladie est à très haut risque de rechute et que il est important de booster cette greffe, parce que sinon il y a de fortes chances que la maladie revienne. Voilà, donc c'est des situations qui peuvent être très diverses. On utilise ce genre de procédé. Je vais continuer un petit peu sur les greffes dans les questions qui nous ont été adressées. Que se passe-t-il si une seconde tentative de greffe échoue? Une troisième est-il possible? C'est-à-dire peut-on multiplier les greffes jusqu'à ce que ça marche? C'est un peu trivial la façon dont j'ai posé la question. Non, mais c'est très clair. Dans la théorie, oui. En pratique, c'est très rarement le cas. Il n'y a pas de limite théorique au fait de pouvoir faire plusieurs greffes. Par contre, on l'a évoqué déjà plusieurs fois sur l'aspect de toxicité de cette procédure, des séquelles potentielles et des complications qui font que on peut être éligible une fois à faire une greffe, mais si la maladie revient après la première greffe, en général, elle ne revient pas sans faire de bruit. Donc on va accumuler des complications, des traitements et des toxicités qui font que peut-être à l'issue de ces nouveaux traitements, on ne sera plus dans un état suffisamment bon pour pouvoir faire une deuxième greffe. Parfois c'est le cas. Et donc on peut être amené à faire une deuxième greffe, ce qui est déjà relativement rare. C'est pas quelque chose de tout à fait standard, mais on peut être amené à le faire quand il n'y a pas d'autre solution et quand effectivement les patients sont en très bonne forme.
Les troisièmes greffes sont exceptionnelles. Parce qu'en général, après 2 greffes, là, se pose même la question de savoir si ça a vraiment un intérêt. Ça, évidemment, personne ne peut le savoir pour l'instant, parce que c'est des toutes petites séries de patients. Et après, d'être en suffisamment bonne forme après 2 greffes pour pouvoir en faire une troisième, ça devient très compliqué. Donc c'est pas quelque chose qu'on a en tête. On préfère que ça marche du premier coup. Oui. Alors, effectivement, il y a toujours une analyse du bénéfice-risque qui est faite. Il y avait une question tout au fond là-bas, monsieur. De savoir s'il y avait une limite d'âge pour les projets de greffe. Alors je vous remercie de poser cette question. Effectivement, c'est une question brûlante aujourd'hui dans le paysage de la greffe et des greffeurs. C'est de savoir jusqu'où on peut aller en termes d'âge. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? C'est parce que, comme le professeur Fenot me l'a montré tout à l'heure, la mélodysplasie, c'est pour les patients les plus âgés, au-dessus de 65-70 ans. Et historiquement, les greffes, on considérait qu'on était trop âgé au-dessus de 40 ans. Donc quand on faisait des greffes, on disait les patients âgés, c'est plus de 40 ans. Évidemment, on ne collait pas à la réalité de la maladie, donc on greffait quasiment personne. Et donc, c'était pas du tout un traitement adapté. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on essaie de développer des techniques pour être de moins en moins toxiques, pour pouvoir donner ce traitement qu'on donnait avant aux patients jeunes, aux patients les plus âgés. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment on s'arrête. Et donc, aujourd'hui, on peut faire des greffes à plus de 70 ans. Évidemment, on ne sélectionne pas les mêmes candidats. C'est-à-dire qu'au-dessus de 70 ans, 75 ans, eh bien, on sera très regardant sur les comorbidités. On veut des athlètes, des patients qui viennent à la consultation en enjambant les 4 étages, qui vont bien à la maison, qui mangent bien, qui ne sont pas dénutris, etc. etc. Bon, je pousse un petit peu la caricature, mais c'est pour dire que on repousse les limites de la greffe, mais pas pour tout le monde. L'idée, c'est d'aller chercher les patients qui peuvent bénéficier de ce traitement et qui peuvent guérir, même après 70 ans, même après 75 ans, et probablement que l'âge en lui-même n'est pas du tout un bon marqueur. Parce qu'il y a des patients de 60 ans qui ont le diabète, l'hypertension, l'infarctus du myocarde, et qui finalement ne peuvent pas être candidats à une greffe, alors que d'autres à 72, 73, 75 peuvent tout à fait prétendre à avoir ce traitement, et probablement auront des meilleurs résultats. Et finalement, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est quand on regarde les résultats de nos patients à l'Institut Paoli-Calmette, des plus de 70 ans qu'on a allogreffés. C'est quelque chose qui est assez rare en France, mais qui se développe de plus en plus. Et bien finalement, quand on regarde les résultats de ces patients, c'est les meilleurs résultats qu'on a dans tout le programme de greffe. On fait mieux que chez les jeunes, mieux que tout ce qu'on a. Pourquoi ? Parce que justement, on sélectionne des athlètes. Voilà, aujourd'hui, pour répondre fermement à votre question, l'âge n'est pas un problème en soi, c'est ce qui va autour. J'ai 2 questions. La première, c'est le taux de réussite des hétérogreffes. Et la deuxième, dans quelles circonstances on fait des autogreffes ? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question sur les autogreffes dans les syndromes myélodysplasiques. C'est globalement pas indiqué, c'est pas des choses qu'on pratique. Pour plusieurs raisons, déjà parce que ça marche pas vraiment. Ça c'est la raison très simple, et l'explication de ça, c'est globalement que c'est difficile d'imaginer de prendre la moelle du patient qui est malade pour pouvoir la réinjecter au même patient et faire de la chimiothérapie. Donc c'est pas quelque chose d'efficace, et donc c'est pas utilisé dans ce contexte-là. En ce qui concerne l'allogreffe, les résultats, ils sont très variables. Et la question qui est importante sous votre question, c'est de savoir ce qu'on appelle une greffe qui marche. Parce que souvent, on me demande ça, mais c'est quoi le taux de réussite ? Alors, si on parle de prise de greffe, par exemple, est-ce que la greffe s'installe ? Ça peut être ça, une réussite. Si la greffe s'installe, on peut considérer que ça marche. La prise de greffe, c'est quasiment 100%. Or, on sait bien que finalement, même si la greffe prend, c'est pas si simple, il peut y avoir des complications, donc c'est pas un bon marqueur pour savoir si la greffe est une réussite ou pas. Le meilleur marqueur, c'est de savoir si on est vivant, sans complications,
et sans maladie. La maladie ne revient pas, c'est essentiellement ça qui est important. Et globalement, les chiffres actuels de la greffe chez les patients de plus de 60 ans, par exemple, si on veut avoir quelque chose qui colle au monde de la myélodysplasie, c'est à peu près entre 20 et 30% de rechute, c'est-à-dire de maladies qui vont revenir après la greffe, essentiellement pour les maladies à plus haut risque, hein, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de greffe, et entre 15 et 20-25% de toxicité qui vont à un moment ou à un autre engager le pronostic vital et entraîner la mortalité sur des infections. Donc ce qui fait à peu près 60% de réussite de manière globale. Alors ça c'est ce que je dis à ma consultation quand on me pose la question et qu'on veut des chiffres. La réalité c'est que, vous voyez, 60%, en fait on ne sait pas trop, hein, c'est difficile pour un patient donné d'avoir une réponse très claire et de faire de la prédiction individuelle. Parce que je peux vous dire qu'il y aura peut-être 80 ou 90% de chances que ça marche, mais si vous êtes dans les 10% où ça ne marche pas, vous serez 100% mort. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de difficile à expliquer et de difficile à comprendre quand on doit faire un traitement qui peut potentiellement engager le pronostic vital. Donc ces statistiques-là, il faut toujours y faire très attention. Elles varient beaucoup d'un patient à un autre, d'un type de maladie à un autre, d'une mutation à une autre. Donc c'est des choses un petit peu complexes. Mais l'ordre d'idée, c'est à peu près ça. Encore une question, monsieur. Encore une question. Oui, j'ai levé la main tout à l'heure. C'était simplement pour une réaction spontanée à ce que vous disiez sur le choix des athlètes dont je fais partie. Puisque j'ai été greffé il y a 2 ans et aujourd'hui j'ai 77 ans. J'ai passé tout ce que vous avez dit, on ne va pas s'étendre sur les trucs difficiles à supporter. J'ai été très bien entouré à l'hôpital Paoli-Calmette où il y a un personnel adorable, compétent, des médecins formidables, tout est parfait, j'y serais resté. Par contre, c'est vrai que moralement, le fait de passer du temps enfermé, il faut trouver des occupations. Pour moi, ça a été l'ordinateur, et j'ai pas vu le temps passer. Il me manquait simplement un peu d'air frais et la visite de la famille, parce que comme monsieur, c'était en plus en période de Covid, donc c'était très, très, très difficile. Voilà. Aujourd'hui, cet après-midi, je vais en rendez-vous à l'IPC pour ma visite régulière. Mais mes résultats sanguins se sont améliorés par rapport à ce que c'était, mais je ne suis toujours pas au seuil minimum requis chez les personnes en bonne santé, que ce soit en plaquettes, en globules blancs ou en globules rouges, je suis en dessous. Et comme en parlait tout à l'heure le professeur, je crois, j'ai beaucoup de ferritine, ferritine. J'ai pris pendant longtemps des ferrazinox, mais il paraît qu'au niveau du foie, ça abîme. Donc, j'en prends plus, mais on va en discuter cet après-midi parce que je suis encore haut. Voilà. Sinon, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Non, mais la médecine, attendez, il n'y a pas qu'à Marseille qui sont bons. Hein. On fait le tour de la France, à Lyon, à Rouen. Les personnels, ils sont super dans ces services. À Marseille, ils sont mieux qu'à Oui, c'est comme l'OM. Oui, j'ai une double question concernant, disons, l'origine des SMD. La première question, quel est le délai d'apparition de la pathologie après une exposition aux hydrocarbures ou à certains produits de la sorte? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'au bout de 30 ans ou 40 ans, ça peut avoir
Alors en général, on dit qu'il faut quelques années, mais ça peut être plusieurs décennies. Par exemple, les gens qui ont analysé le risque de syndrome myelodysplésique après les explosions d'Hiroshima et Nagasaki, plus de 50 ans après, le taux était encore augmenté. Donc il y a des maladies chez des enfants à l'époque, exposition chez l'enfant, qui se sont déclarées 50, 60 ans plus tard. Donc le délai est très variable. On pense qu'il y a une mutation qui survient sur quelques gènes et que il faut que les cellules porteuses de cette mutation peuvent mettre des décennies à prendre le dessus par rapport aux autres. Oui, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Et la deuxième question également, je me suis aperçu, mais c'est peut-être tout à fait une coïncidence, que ma pathologie est apparue, mais d'une façon claire, parce que j'ai fait une courbe sur la chute du taux d'hémoglobine, après la troisième vaccination anti-Covid. Alors, j'ai posé la question à plusieurs spécialistes, y compris à l'UPC, moi dit non, il n'y a pas de relation, mais je me pose quand même la question parce que c'est spectaculaire. Après la troisième dose de vaccination anti-Covid, mon taux d'hémoglobine est passé de 10-12 à 8, à 7-8. Oui, mais je pense que, bon, effectivement, on n'a pas montré d'excès de myélodysplasie après vaccination contre le Covid, et de toute façon, il aurait fallu plusieurs années, là aussi. Oui, donc ça ne paraît pas plausible, comme c'est une coïncidence, c'est-à-dire que, voilà, les choses, certainement. Merci. Je voudrais poser une dernière question là, sur la greffe. Y a-t-il, lorsqu'on récupère de nouveaux anticorps négatifs avec des transfusions, c'est là où on fait des recherches, des RAI, c'est ça? Et y a-t-il par la suite une contre-indication à la greffe à cause de ces anticorps? Non, il n'y a pas de contre-indication à la greffe. Par contre, ça peut compliquer la procédure. Donc, si on peut éviter ce genre de situation, c'est bien. Et en particulier, ça a un impact sur le choix des donneurs, puisqu'on peut avoir une immunisation qui s'est créée vis-à-vis des transfusions répétées, et du coup développer des anticorps contre certains types de donneurs, donc les donneurs qui ont été utilisés pour les transfusions, en particulier les transfusions de plaquettes. Et donc après, quand on a comme ça des patients qui ont des anticorps dirigés contre certains types de patients, il faut choisir un donneur contre lequel il n'y a pas ce genre d'anticorps, donc ça laisse un peu moins de souplesse. Finalement, on arrive toujours à trouver une solution pour pouvoir faire ces greffes, même s'il y a ces anticorps, mais c'est vrai que ça complique quand même la procédure, et donc on préfère s'affranchir de ce genre de problème. Donc ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait d'essayer de ne pas avoir des transfusions chroniques de plaquettes, c'est important, en particulier chez nos patients qui vont aller à la greffe à un moment ou à un autre. Je termine sur la greffe, sur la question que j'ai en magasin. Y a-t-il un lien entre la greffe de moelle osseuse et le zona qui est survenu chez moi après une greffe? Alors oui, clairement. Les patients qui reçoivent une greffe de moelle osseuse vont avoir un système immunitaire qui va être faible. On considère qu'ils sont immunodéprimés au long cours. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi on leur donne des médicaments anti-infectieux en prévention au long cours. Après combien de temps, c'est difficile à dire parce qu'on a assez peu de marqueurs en fait pour savoir si quelqu'un est vraiment très immunodéprimé ou un petit peu immunodéprimé. Donc en fonction des gens, on va laisser plus ou moins longtemps ces médicaments-là, dont un qui est très important, qui s'appelle le valacyclovir, et qui justement évite ce genre de complications. Donc on sait que c'est fréquent, quand on ne prend pas ce médicament-là, on a les récurrences de certains virus qu'on porte en soi, et en particulier qui peuvent donner des zonas. Donc les patients ont ces traitements au long cours, et parfois, alors qu'ils vont très bien et qu'il n'y a eu aucune complication infectieuse et qu'ils sont à plusieurs années de la greffe, on se dit qu'ils ont récupéré une bonne immunité, on arrête le traitement et 15 jours après, ils vont faire un zona. Donc en fait, c'est pas la greffe en elle-même qui provoque l'immunodépression, mais c'est la situation d'immunodépression au long cours induite par le fait qu'on a reçu des médicaments immunosuppresseurs, des anti-rejets pendant longtemps, etc. Et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on récupère de ça. En particulier chez les patients les plus âgés.
continue. Quel est le rapport bénéfice-risque de l'administration d'un sérum anti-lymphocytaire chez un patient âgé de 75 ans présentant un syndrome myélodysplasie de faible risque? Alors, je pense que c'est difficile de... Question difficile, parce que c'est vrai que l'administration de ce médicament, le sérum anti-lymphocytaire, est assez exceptionnel. Moi, personnellement, je crois qu'on n'en a jamais fait l'IPC dans cette indication. Je ne sais pas si à Saint-Louis, vous avez eu l'expérience. Oui, c'est une indication qu'on porte assez peu souvent. C'est des formes très particulières de syndrome myélodysplasique, plutôt chez des patients de la soixantaine, qui ont des formes qui sont souvent assez proches des aplasies. Alors, on publie des séries de 200 patients, mais c'est très rare en réalité, donc on l'indique très rarement. Effectivement, si on collecte sur 200 hôpitaux, on arrive à trouver 200 patients, mais c'est rarement fait. Mais ça peut se faire quelquefois, indication quand même assez exceptionnelle. C'est moi qui ai posé la question, parce que c'est un sérum qui m'a été proposé à l'IPC, dont j'ai parlé avec le professeur Penaud à Paris. Et le bénéfice-risque, c'est ce que je veux savoir. Vraiment, tout dépend de la circonstance, tout dépend des caractéristiques de la maladie, tout dépend y compris de l'âge et des risques infectieux derrière, parce que le sérum anti-lymphocytaire, ça va détruire les lymphocytes, un peu comme la greffe. Il y a une immunodépression pendant quelques mois, même si c'est moins longtemps que pour la greffe. Alors tout peut se discuter. C'est vraiment, mais c'est une indication assez rare qui est portée. C'est pas très souvent. Voilà. Continue dans les questions diverses. Y a-t-il une incidence entre un SMD soigné et bien stabilisé avec Revolade et une cardiopathie ischémique plus la prise de lévothyrox? Non, je t'avoue que là, je comprends pas tout. C'est pas mon métier non plus. La question est de savoir si le Revolade peut induire, favoriser une cardiopathie ischémique, peut favoriser les thromboses, c'est ça? C'est vrai qu'en faisant monter les plaquettes, potentiellement on pourrait augmenter le risque de thrombose. Alors, il y a des essais qui ont été menés, il y a même une étude du GFM qui a été menée par Thibaut Commonde du CHU de Toulouse sur 70 patients qui en avaient reçu. Il n'y a pas de risque accru de thrombose avec le Revolade, d'après l'expérience qu'il a collectée. Donc voilà, ça ne semble pas augmenter, sauf si évidemment on fait une dose trop importante et que les plaquettes augmentent trop, mais si on contrôle les plaquettes, voilà, il n'y a pas de raison. Y aurait-il une incidence entre le SMD et la maladie auto-immune de l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque? Là aussi, je me permets de répondre, parce que c'est vrai qu'il y a un lien entre syndrome myélodysplasique et maladie auto-immune d'une façon générale. Ça a été montré, on travaille beaucoup avec des collègues de médecine interne sur ce sujet, et même quelquefois, un médicament comme Vidaza, quand les patients ont les deux à la fois, Vidaza peut à la fois traiter le SMD et la maladie auto-immune. On pense d'ailleurs que c'est probablement les mêmes mutations qui entraînent les deux. Et donc du coup, si on agit sur les mutations, on peut agir sur les deux. Pour ce qui est de l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, ce n'est pas l'association la plus fréquente. Est-ce qu'il y a eu des cas décrits? C'est pas exclu sans doute, mais c'est en tout cas pas très fréquent. C'est plutôt avec des choses comme des polychondries, des polyarthrites, des choses comme ça, voilà. Mais c'est pas exclu. Il faudrait vraiment revoir les choses en détail. J'ai 95 ans et donc j'ai devant moi quelques trimestres de vie à passer. J'aime la vie, qui n'est pas désagréable. Est-ce qu'éventuellement, si cela devenait nécessaire, est-ce que je serais susceptible de recevoir une grève de moelle? Alors c'est vrai qu'on repousse l'âge limite au fur et à mesure, mais dans
Dans fur et à mesure, il y a justement fur et à mesure. Hein. Donc passer de 75 à 95, on n'a pas encore sauté le pas. Il a préparé ses bâtons de marche pour aller au 4e étage. Voilà, c'est ça. Donc si monsieur est athlète, mais il a probablement plus que quelques trimestres de vie là, avec cette forme, donc il n'y a pas de souci, on peut discuter. J'avais une question sur la neutropénie, on n'en a pas trop parlé, en particulier les gens qui manquent de PNN et donc qui sont immunodéprimés, qui ne sont pas dans un état grave qui nécessite une greffe, mais qui ont un problème de vie au quotidien en étant immunodéprimés. Quels sont les traitements? On nous a parlé du CC486 et on peut lire sur Internet que, par exemple, aux États-Unis, au Canada, on le traite de manière orale, donc à domicile, donc des choses faciles. Pourquoi est-ce qu'en France, ça n'est pas le cas? Donc c'est vrai que la neutropénie, ça peut être un symptôme invalidant, puisque ça favorise les infections, et les infections peuvent être plus graves chez des patients qui sont immunodéprimés. Alors c'est vrai que nos habitudes, c'est plutôt de ne pas traiter cette neutropénie, ou alors de mettre ce qu'on appelle des facteurs de croissance, du GCSF, du nivestine, du granoside, du zerzio, pour ceux à qui ça parle, lors des épisodes infectieux, pour un peu passer le cap. Après, selon les centres, les habitudes peuvent un petit peu différer. Il y en a qui mettent leurs patients au long cours sous facteur de croissance. C'est vrai qu'on n'a pas de médicaments oraux dans cette indication. Et qu'est-ce que vous pensez donc du CC486? Alors le CC486, c'est le Vidaza oral en fait. Et alors s'il y a bien quelque chose qui peut faire diminuer les polynucléaires, c'est ça. Donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne indication ici. On le réserverait plutôt dans une forme de SND de haut risque où on espère, avec la réponse de la maladie, que les neutrophiles se corrigent, mais une forme de faible risque où il y a une baisse des polynucléaires qui peut d'ailleurs être liée à plusieurs raisons. Un traitement comme Vidaza ou comme CC486 risque d'aggraver la neutropénie de façon chronique et donc le risque infectieux. Il y a une neutropénie et manque de plaquettes également, et thrombopénie. Alors, donc là, effectivement, il faudrait voir la maladie, si on pense qu'elle est plutôt au risque et peut bénéficier, ou je crois que ça dépend un petit peu des... Chromosome 20. Pardon? Chromosome 20. Alors, avec effectivement la délétion du chromosome 20, très sincèrement, c'est ce qu'on appelle des formes de faible risque, surtout quand la forme est isolée, et je suis pas certain que... je pense au contraire que le Nurec, parce que c'est ça au long cours, risque plutôt d'aggraver les choses, aussi bien sur les plaquettes, parce que ça risque de ne pas entraîner une réponse complète de la maladie. On sait que ces formes avec anomalie du chromosome 20, d'abord, bien souvent ne donnent pas d'anémie, ce qui est assez curieux, donnent plutôt une baisse des plaquettes et éventuellement des polynucléaires, et que, sauf symptômes, la tendance est plutôt de ne pas les traiter, le risque de progression est très faible, que par contre, on conseille aux patients, s'ils font des problèmes infectieux, de se munir d'antibiotiques, comme on dit, à large spectre. L'idéal, c'est l'augmentin et la ciprofloxacine. Le problème, c'est que l'augmentin, ça va encore, on l'a actuellement, c'est d'en avoir toujours sur soi et de le prendre. C'est en général ce qu'on conseille plutôt. Alors les facteurs de croissance au long cours, le GCSF au long cours, c'est probablement... on ne sait pas si c'est délétère, mais on ne peut pas être sûr que ça ne le soit pas. Donc c'est pas évident. Puis évidemment, c'est des injections régulières. Donc, du coup, je précise un tout petit peu la question. Avec 300 PNN, il faut que ça continue à descendre. Est-ce qu'on peut vivre longtemps comme ça, sans risque? Oui, je dirais oui, tant qu'il n'y a pas de déficit en anticorps par ailleurs. Il faut analyser la situation de façon précise, mais on peut aussi faire une tentative de Vidaza, parce que Onureg n'est pas plus efficace que Vidaza. On peut faire une tentative, si ça marche, très bien. Mais dans cette forme, moi, j'aurais tendance à penser, évidemment, après ça, chaque cas particulier, mais que les chances de succès sont probablement pas très élevées. En tout cas, s'il n'y a pas d'excès de cellules jeunes, s'il n'y a pas d'excès de gaz, il faudrait voir aussi les mutations. On peut discuter. J'aurais tendance plutôt à essayer de se dire traiter les infections au cas où elles surviennent, et par ailleurs, essayer d'analyser, le jour où on a fait une grippe, par exemple, ou un truc comme ça, est-ce que les polynucléaires sont montés? Parce que
dans ces formes, il y a un trouble de production, mais assez souvent, les polynucléaires sont là, mais ils sont le long des vaisseaux. C'est comme les prises de sang faites non à jeun. C'est une de nos circonstances de consultation les plus fréquentes. La prise de sang à jeun, c'est bien pour le glucide, c'est bien pour les lipides, c'est très mauvais pour la numération, parce que ça sous-évalue le nombre de polynucléaires de façon artificielle. Donc, le fait de le faire non à jeun, après un exercice physique, et à fortiori, si on a fait une grippe et que ça, ou n'importe quelle infection, que ça a monté, ça veut dire que les polynucléaires, ils sont là, mais qu'effectivement, ils ne sont pas dans le sang, ils sont le long des vaisseaux, ils sont dans la moelle. Et donc, en cas d'infection, ils peuvent aider à la défense. Amyelodysplasie, s'il vous plaît. On étudie beaucoup le métabolisme du fer dans ces maladies. Au contraire, nos patients ils sont plutôt surchargés en fer du fait de la maladie. Et puis après, rapidement, les patients qui vont être transfusés de façon chronique vont être surchargés en fer. Donc voilà, on fait bien sûr le dosage du fer au diagnostic, parce que quand on manque de fer, c'est une cause très très fréquente d'anémie, donc ça fait partie des tests initiaux au diagnostic pour être sûr que les manques de globules observés ne sont pas liés uniquement à une carence en fer. Mais voilà, on sait que le fer n'est pas complètement normal dans les syndromes myélodysplasiques. Moi, je peux m'inscrire comme donneur de fer. J'ai encore deux questions. Diagnostiqué LMMC type 0. Mon suivi est simplement un bilan sanguin semestriel. Faut-il augmenter un suivi tous les 2 ou 3 ans, une consultation approfondie pour anticiper ou stopper une évolution éventuelle? Alors, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on appelle leucémie myélomonocytaire chronique. Le terme de leucémie peut faire peur. En fait, c'est un syndrome myélodysplasique avec un excès de monocytes. Alors, soit c'est un simple excès de monocytes, et c'est probablement le cas dans les formes type 0. Quand on dit 0, c'est qu'il n'y a pas d'essai de cellules jeunes. En général, non plus, il n'y a pas d'augmentation des globules blancs, pas de grosses rates, etc. Donc, une forme comme ça est bien souvent, effectivement, asymptomatique et peut le rester pendant des années et des années. Donc, il faut simplement, effectivement, vérifier les chromosomes. Là, pour le coup, les mutations sont aussi importantes parce qu'il y a des mutations qui peuvent faire craindre que dans 5 ans, etc., il y aura une évolution, etc. C'est là où c'est important de suivre, mais effectivement, une consultation épisodique peut suffire à partir du moment où ça ne bouge pas. Je viens aussi sur une question qui commence à revenir un peu plus, c'est les pathologies associées au SDF, par exemple, associées, parce que les patients la subissent, ils ne sont pas liés aux myélodysplasies. Pour l'exemple de la polyarthrose, il y a des traitements qui sont incompatibles entre les deux maladies. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais le traitement, paraît-il, de polyarthrose est incompatible avec certains produits pour la SND. Est-ce que c'est... À part les anti-inflammatoires en cas de thrombopénie, il n'y a pas vraiment de... C'est vrai que souvent les rhumatos nous demandent notre avis quand ils mettent en place du méthotrexate ou ce genre de médicaments. Les patients sont un petit peu neutropéniques au long cours. Ils nous demandent s'ils ont le droit, bien sûr. Il n'y a pas d'interaction, pas de contre-indication à traiter leur polyarthrite. Mais de façon générale et statistiquement, il n'y a a priori pas de compatibilité entre les traitements. Enfin, je parle d'une façon générale, il y a toujours des cas particuliers. Il n'y aurait pas d'incompatibilité entre les traitements des deux patients. Je voulais vous poser une question sur toute l'éducation thérapeutique et des patients que vous pouvez faire à l'IPC. Nous, je sais qu'on n'est pas assez bon, on n'a pas assez de... Surtout actuellement, on a peu d'infirmières, parce qu'on s'en est rendu compte, notamment lors de la crise Covid, où on faisait de la téléconsultation, et personnellement, je continue à faire une partie de téléconsultation pour des patients qui sont de loin, et c'est vrai que, qu'est-ce que vous faites? Je me rends compte que quelquefois, il n'y a pas eu suffisamment d'éducation à apprendre à lire un hémogramme, etc. Qu'est-ce que vous avez comme programme pour les SND, d'une façon générale, à l'IPC Donc, d'ores et déjà, quand un patient, tout patient confondu qui est sortant du service, moi j'ai pris l'habitude d'imprimer toujours son dernier bilan sanguin et de surligner les 3 lignées
qui nous sont primordiales, donc l'hémoglobine, les leucocytes et les plaquettes, pour qu'il soit totalement acteur de sa maladie, et parce qu'on va lui faire des bilans sanguins 2 fois par semaine. Vous imaginez bien que donc, les laboratoires nous faxent les résultats du bilan sanguin, mais de là à pouvoir les voir au jour le jour par les médecins qui suivent les patients, c'est quand même assez complexe. Donc je pense qu'il est primordial pour le patient, et c'est toujours bien d'avoir l'accompagnant avec le jour de la sortie pour qu'ils soient tous les deux et qu'ils comprennent bien ce que l'on demande. Et comme ça, quand on leur marque des seuils de transfusion et qu'ils nous appellent pour qu'on puisse programmer une transfusion en hôpital de jour si nécessaire, et ça c'est hyper important, comme quand en milieu de cure de Vidaza, s'ils voient que les globules blancs flanchent un peu, on va leur dire de prendre juste un peu plus, moins de risques plutôt, de se rendre dans des centres commerciaux ou des endroits à risque, les lieux publics couverts. Voilà, les patients traités par Vidaza, on ne fait pas d'éducation thérapeutique autant comme un patient qui sort d'allogreffe ou un patient qui sort après une chimiothérapie intensive pour une leucémie aiguë. Mais je pense quand même qu'il y a des petites précautions à prendre pour éviter justement les patients qui ont des PNN qui sont quand même assez bas. Ils doivent savoir lire leur prise de sang et être acteurs de leur maladie, et de savoir dire là je me mets en danger si je fais ça, donc il vaut mieux que j'attende que mes PNN remontent. Les patients maintenant traités par Venaza, on appelle, donc c'est l'association de Vidaza et de Venetoclax, on leur fait un suivi qui est beaucoup plus rapproché maintenant. Ils sortent d'hospitalisation avec une feuille pour tracer de façon bi-hebdomadaire leur bilan sanguin, pour voir un peu, pour qu'on puisse suivre ces 3 lignées dont je vous ai parlé, les leucocytes, l'hémoglobine et les plaquettes, avec le numéro pour les transfusions, enfin tout ça pour que tout soit le plus cadré possible et que ça soit le plus facile à suivre et à tout manager. C'est très bien. Une des actions prévues chez CCM, c'est effectivement de mettre en place une éducation thérapeutique du patient avec un manuel, enfin bon, dont la forme reste à trouver. Concernant la lecture des résultats des bilans sanguins, on a fait toute une réunion à Rouen où était expliqué comment lire ces analyses, et c'est disponible sur le site web. De la même façon, sur le site web, vous avez tout un document sur les transfusions, sur le sang, il y a l'établissement français du sang. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie. Je voudrais poser une question. Encore une question, oui. Encore une question à un médecin qui vient de parler, là. Par rapport aux neutrophiles, si on a par exemple 0,6, on peut aller faire la folle dans les magasins, ou c'est un peu juste? Quel chiffre vous avez dit? 0,6. Vous mettez un masque de neutrophiles. Vous mettez un masque si vous pouvez. Ah, il faut quand même mettre un masque. Voilà, ah oui, moi j'ai jamais plus et je mets jamais de masque. Eh bien oui, pour l'instant ça va. J'ai sûrement tort. Bien, donc si vous voulez, en face, nous avons un déjeuner qui nous attend pour clore cette réunion et pouvoir continuer à discuter ensemble. Voilà. Écoutez, merci encore de votre présence, merci pour vos questions. Portez-vous bien.